Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver ce matin encore pour ces débats de l'été avec vous, je l'espère. 0826 300 300, vous pouvez nous appeler, vous le savez, c'est les habitudes à Sud Radio. On sera ravis de vous voir intervenir, de vous entendre bien sûr, interpeller nos débatteurs et puis nos experts. Alors de quoi allons-nous parler ce matin? Eh bien d'abord jusqu'à 10h30, deux grands sujets. Vous l'avez entendu dans le flash d'information à l'instant, eh bien il y a à nouveau une offensive contre les bassins de rétention d'eau qui servent aux agriculteurs et à l'agriculture française, à notre souveraineté alimentaire. Alors, est-ce qu'il y a un risque de violence? C'est un sujet que nous allons traiter dans un instant. Et puis, le déficit du budget de la France. Est-ce qu'il y a urgence à réagir, à prendre des mesures? Et puis là, on est entre deux eaux, entre un gouvernement démissionnaire et un gouvernement introuvable qui n'arrive pas. Alors, ce sera un de nos sujets. Puis après, de 10h30 à midi, nos 4 débatteurs habituels. Et là, on va revenir sur le feuilleton politique de l'été. Le feuilleton politique de l'été, c'est la gauche qui est en train d'exploser et qui serait en train, c'est d'ailleurs Emmanuel Bompard lui-même de LFI qui le reconnaît, la gauche qui serait en train de donner raison à Emmanuel Macron finalement. Et puis pendant ce temps-là, eh bien la droite et le centre qui se préparent. Et puis enfin notre nouveau rendez-vous de 12h à 13h, les coulisses des Jeux Olympiques, les JO dans tous leurs états avec Joseph Ruiz. On parlera de l'eau de la Seine, de la voie olympique et puis du rugby français qui jouera évidemment pour défendre nos couleurs aux Jeux Olympiques. Le rugby qui est dans la tourmente, vous le savez, avec ces joueurs qui sont retenus par la justice argentine après eh bien ce viol ou non, la justice le dira. Voilà, les débats de l'été, c'est tout de suite, c'est de 10h à 13h. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors vous n'oubliez pas, si vous le souhaitez intervenir sur ces sujets, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 0826 300 300. Nous sommes en ligne avec Hervé Lapie. Bonjour Monsieur Lapie. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Vous êtes agriculteur, vous-même dans la Marne, je crois. C'est ça même. Et vous êtes éleveur de porc. Et alors là, vous êtes en colère ce matin. On a entendu tout à l'heure dans le flash d'information avec Baptiste Berthelin que il se préparait des choses qui semblent comme ça présentées un peu de façon bucolique, champêtre par ceux qui sont des opposants à vos bassins de rétention d'eau. Un village de l'eau, c'est le nom qu'ils ont donné à leur campement militant à Mel dans les Deux-Sèvres. Mais en fait, ce qui se prépare vous inquiète. Dites-nous un peu ce que vous redoutez. Oui, on est inquiet. Ça fait plus d'un mois qu'on travaille avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Intérieur, la Gendarmerie nationale pour préserver les biens et les personnes de ce qui se passe dans nos territoires, nos agriculteurs autour des réserves d'eau hivernales, où effectivement un deuxième épisode Sainte-Soline qu'on a déjà vécu l'année dernière pourrait se reproduire cette année, avec des éléments assez radicalisés en France et aussi en Europe qui viendraient sur Mel et qui, sous l'image un peu bucolique, nous promettent aussi une ambiance assez hostile. Ouais. Et donc, nous, on fait tout un travail avec la gendarmerie pour essayer de préserver les biens des personnes. Mais moi, pourquoi Mel? Qu'est-ce qui se passe à Mel? Vous avez une grande bassine qui est en chantier, c'est ça ou qui... Non, mais Mel, en fait, pourquoi? Parce que c'est le maire de Mel qui a accepté ce rassemblement avec plus de 150 associations, organisations non gouvernementales. Il leur fallait un site, un endroit pour accueillir le village de l'eau. Le maire de Mel l'a accepté, donc. Voilà, c'est à lui d'assumer cette responsabilité-là. Mais c'est quoi ce village de l'eau? Qu'est-ce qu'ils dénoncent, en fait? Et que vous... Non, je pense qu'il y a tout un débat autour de l'eau. Vous savez, en France, il tombe, et je pense que cette année, on va exploser les records de pluviométrie, mais il tombe 500 milliards de mètres cubes d'eau. L'agriculture, on utilise 1,5%. On irrigue seulement 7% de la surface agricole française. Oui. Et donc, il y a tout un sujet. On sait que l'adaptation au changement climatique, les agriculteurs, c'est une obligation et on doit s'adapter. C'est comme si aujourd'hui, on remettait en cause les grands ouvrages qui ont été faits à Serponçon, qui ont été faits au lac de Sainte-Croix,
avec des enjeux de territoire, d'industrie, d'agriculture, d'énergie. Et aujourd'hui, faire une moindre réserve d'eau hivernale est vécu comme un traumatisme par ces gens-là. Ce que vous nous dites, c'est qu'au fond, les grands barrages que vous évoquez ou les retenues un peu moins volumineuses que vous utilisez vous, c'est sinon naturel, du moins c'est nécessaire, c'est ça? Disons qu'il faut s'adapter, c'est nécessaire. Je pense que nos prédécesseurs l'ont fait. Moi, je suis dans une région, le Grand Est, où il y a des grands lacs réservoirs, notamment le lac du Der, où 300 millions de mètres cubes servent à protéger la ville de Paris, la ville de Saint-Dizier, parce qu'il y avait des inondations assez incroyables. On a, dans les années 70, noyé 3 villages. Pour l'intérêt général. Alors pour ces gens-là, ça a été très compliqué à accepter, mais n'empêche qu'on a réussi à faire ces projets d'envergure nationale qui étaient sur la gestion de l'eau. Oui, et donc aujourd'hui, il faut le faire. Et moi, là où je suis inquiet, c'est que ce sont des familles qui sont concernées, au-delà du sujet de l'eau, au-delà du sujet du stockage. Quand vous attaquez des familles, quand vous attaquez des agriculteurs sur des exploitations familiales qui se sentent agressées parce que des gens n'ont pas les mêmes idées que les autres et qu'on passe par la violence. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ça doit se passer autour du dialogue, autour du respect des biens et des personnes. Et ce type d'action n'a pas lieu, et donc ce qu'on demande, c'est que l'État agisse pour protéger nos agriculteurs. Hervé Lapie, c'est surtout les gendarmes qui ont attaqué à Sainte-Soline, les soulèvements de la terre de manière très très violente, mais pas les agriculteurs. Qu'est-ce qu'ils ont ils ont détruit des cultures, des tuyaux d'irrigation. Quels ont été les dégâts pour les familles? Malheureusement, voilà, on n'en parle pas plus que ça, mais il y a des actes d'irrigation qui sont souvent saccagés. On est en période là, ce week-end, on va être en pleine moisson. Oui. Dans la Vienne, dans les Deux-Sèvres, on est en pleine moisson, avec un risque d'incendie majeur. S'il y a des affrontements, vous imaginez, en pleine moisson, avec des cocktails Molotov, des choses comme ça, il y a un risque d'incendie majeur. Les cultures de céréales ne sont pas récoltées. On a des conditions climatiques très difficiles. Oui. On va avoir enfin une semaine a priori de beau temps. On va pouvoir faire nos moissons certainement ce week-end. Bon, il faudrait pas que ces actes-là viennent perturber le travail des agriculteurs et des agricultrices dans les territoires. Oui, mais juste, je reviens sur l'eau. En quoi c'est vraiment indispensable? Parce que le reproche qui vous est fait, c'est d'aller puiser l'hiver de l'eau dans les nappes phréatiques pour la remonter dans les bassines. Est-ce que ça, c'est comme ça que ça fonctionne? Et est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que c'est pas contre-naturel, au fond? Disons que l'agriculture a toujours eu besoin d'eau et c'est un élément structurant pour pouvoir produire notre alimentation. Oui. Aujourd'hui, on irrigue 7% des surfaces agricoles en France aujourd'hui. Donc on n'irrigue pas tout non plus, il y a 90% de la surface agricole qui n'est pas irriguée. Par contre, on sait que sur des sols très légers, filtrants, l'eau c'est un élément indispensable. Et donc quand on est sur des situations comme notamment cette année, avec des recharges de nappes phréatiques exceptionnel, parce qu'on a eu une pluviométrie hors du commun cette année. C'est plutôt intelligent d'aller piéger une partie de l'eau pendant cette recharge des nappes phréatiques, plutôt que d'aller la pomper en période estivale, où les niveaux de nappes sont dégradés. C'est vrai, comme quand il y a une bonne situation comme cette année avec des nappes phréatiques qui sont presque toutes pleines partout, mais souvenez-vous de l'année dernière, où quand même on s'est dit, mais c'est quand même presque un crime d'aller chercher de l'eau dans les nappes phréatiques qui sont en très mauvaise posture. Oui, je pense que les agriculteurs sont pas hostiles et à se dire qu'il y a certaines années, on prélèvera moins que d'autres. Et je pense que ça, les agriculteurs l'ont compris. Oui. Et c'est l'essence même des projets de territoire où il faut qu'on partage cette ressource naturelle entre les collectivités, l'eau potable, l'industrie, l'agriculture. Et parce que à chaque fois, en fait, qu'on importe une tomate qui est irriguée en Espagne, au Maroc, on importe de l'eau importée. Et donc, on détruit notre souveraineté alimentaire aussi. Donc, quels sont les compromis qu'on est capable de mettre en place? Au-delà de la violence, c'est le dialogue, c'est le respect, c'est le travail de terrain que nous, on préfère mener à la FNSEA avec les jeunes agriculteurs. Donc discuter, on veut bien. On peut comprendre les arguments de ceux qui sont hostiles au bassin de rétention, les fameuses bassines, les fameuses méga-bassines, mais pas dans la violence et pas en nous agressant d'emblée ou en agressant les gendarmes et les fermes, quoi. Oui, c'est ça. Et je pense que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il est hors de question que nos biens soient détruits, alors que nous sommes dans un état de droit avec des autorisations qui sont accordées. Les agriculteurs aujourd'hui qui ont fait ces réserves collectives, parce que souvent on nous parle d'accaparement, mais vous avez des vingtaines, des trentaines, voire des centaines d'agriculteurs qui sont derrière ces réserves d'eau hivernale,
et qui combine l'agriculture biologique, l'agriculture raisonnée, la proximité. Oui, mais justement, Hervé Lapie, vous êtes un des patrons de la FNSEA, très bien, mais quel grand syndicat français. Mais tout de même, la Confédération paysanne n'est pas d'accord avec vous. Elle est du côté des manifestants parfois. Là, il y a une dissension entre agriculteurs. Oui, vous demanderez à la Confédération paysanne le nombre d'agriculteurs qui ont besoin d'eau pour irriguer aussi chez eux. Ouais. Et il y a des adhérents de chez eux qui sont qui utilisent quand même qui utilisent l'eau de ses réserves. Ouais. Donc en fait, il faut pas être dans la démago et le populisme, et il faut être un peu dans le pragmatisme et l'accompagnement de nos agriculteurs face aux aléas climatiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc voilà, des excès d'eau comme cette année, on est en capacité de pouvoir en stocker. Et je pense que les marais Poitevin, depuis qu'il y a eu du stockage de l'eau hivernale, a permis de soutenir l'approvisionnement en eau l'été. Donc on a des exemples concrets où ça fonctionne. Après, voilà. Ok. Eh ben écoutez, merci beaucoup Hervé Lapie, éleveur, agriculteur dans la Marne et secrétaire général adjoint de la FNSEA. Merci d'avoir répondu aux questions de Sud Radio ce matin sur ce risque de violence. On espère qu'on verra pas les mêmes images violentes comme celle de Sainte-Soline cette année dans nos champs. Bonne moisson à vous et à bientôt sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors il y avait le fil de l'eau, on l'a vu, la rétention d'eau pour les agriculteurs, et puis il y a de manière générale nos finances qui elles sont un panier percé visiblement, ça s'écoule de partout, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, vous le savez, avec Pierre Moscovici, son premier président, qui hier a alerté à nouveau sur la situation de nos finances. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Thierry Guerrier. Vous êtes la présidente de la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, l'IFRAP. C'est un think tank plutôt centre-droit qui surveille de très près la façon dont nous appliquons ou non les politiques, les promesses et la réalité notamment du budget de notre économie. Alors, il y a tout de même cette formule un peu techno utilisée hier par Pierre Moscovici, mais qui est tout de même assez inquiétante. La trajectoire de la loi de programmation des finances publiques, dit-il, pour 2023-2027, il se projette d'ici à 2027, des 4 années qui viennent, devient caduque, écrit le premier président de la Cour des comptes, du fait de la situation catastrophique et de la croissance 2024 revue à la baisse. C'est-à-dire qu'en fait, il nous dit, tout simplement, tout ce qui est écrit par les technocrates de Bercy, par le ministre, finalement, ça repose sur du vent, c'est plus du tout la réalité. Et c'est ça ce que dit la Cour des comptes, Agnès Verdier-Molinier ? Oui, la Cour des comptes explique qu'on va avoir beaucoup de mal en fait à retourner en dessous des 3% de déficit en 2027, et elle fait un peu le même constat que nous à la Fondation IFRAP, c'est que si on veut retourner en dessous des 3% en 2027, c'est de l'ordre de 50 à 70 milliards d'économies qu'il faut prévoir par an à l'horizon 2027. Donc si on ne le fait pas, en réalité, on sera définitivement lanterne rouge de la zone euro. Oui, mais franchement, c'est une chimère. Ces retours en dessous des 3%, alors qu'on est à 5,5, le gouvernement promettait 4,9. Enfin bref, vous voyez, mais ça fait des milliards à chaque fois de différence. 3, est-ce que c'est pas tout simplement, il faut arrêter de parler de cette cible dont on sait bien que personne ne l'atteindra, ni droite ni gauche, selon qui gouvernera dans quelques jours. On a oublié que la vraie cible, c'est d'avoir un budget équilibré. Hein. Ah oui. Et 3%, c'est un engagement européen, c'est les critères de Maastricht, ok. Mais en réalité, un pays qui est bien géré, dans une période qui n'est pas une période de crise, normalement, il ne fait pas du déficit en dehors de la large de la dette, il essaie d'équilibrer ses comptes. Donc nous, on a considéré que les 3%, c'était une base de départ. Et ensuite, on en fait encore plus, ce qui est absolument anormal en réalité, Thierry. Hein. Mais en quoi c'est inquiétant ? En quoi parce que d'autres pays sont en déficit autour de nous, y compris l'Allemagne parfois. Donc, la Chine est en déficit, les États-Unis sont en déficit. Est-ce que le déficit, c'est en soi un problème ? Et pourquoi ? En réalité, dans l'Union européenne, le niveau de déficit est beaucoup moins important que ce que nous constatons. Dans l'Union européenne, on est autour des 3% de déficit en moyenne, alors que nous, on est à 5,5 de déficit. Ouais. Donc, on a pris deux points de plus de déficit public depuis 2017. On a sorti un audit dans le Point il y a 10 jours. On fait l'audit des finances publiques, on fait toutes les comparaisons avec les autres pays.
Et en réalité, en 2024, l'Union européenne sera en moyenne à 3%, et nous, on sera toujours au-delà de 5%. Mais vous répondez pas à ma question, en quoi c'est une menace? Je veux dire, on s'est tous félicités, Agnès Verdier-Molinier, que peut-être même votre entreprise, l'IFRAP, a bénéficier du PEG, vous savez, le prêt entreprise. L'IFRAP n'est pas une entreprise, c'est une fondation. C'est une fondation, une association. Et donc le PGE, et on a demandé à la fondation IFRAP évidemment aucune aide d'État, aucun PGE, rien du tout. Bon, mais beaucoup d'entreprises ont survécu au Covid grâce au PGE. Mais en réalité, les niveaux de déficit qu'on a aujourd'hui n'ont rien à voir avec la crise Covid, rien du tout. Ah bon? Et dans la dette qui a été accumulée depuis 2017, il y a eu 840 milliards de dettes accumulées entre 2017 et 2023. Il y en a de l'ordre de 300 milliards qui sont de la dette de crise. Mais le reste, autour de 500 milliards sont en réalité issus de la mauvaise gestion de nos finances publiques. Oui, mais c'est quoi mauvaise gestion? Je parle du Covid, mais il y a aussi l'inflation. Beaucoup ont été protégés de l'inflation par les aides publiques, et puis il y a le réarmement de la France avec la guerre en Ukraine. Quand on compte les 300 milliards qui viennent de la crise, on compte toute crise confondue, c'est-à-dire Covid, inflation, énergie, ok? Oui. Donc ensuite, le reste, c'est que de la mauvaise gestion. Et là, la Cour des comptes le montre bien. Il y a un graphique qui est incroyable dans la synthèse du rapport de la Cour en page 8, et qui montre entre 2022 et 2023, hausse des recettes 30 milliards, hausse des dépenses 58 milliards entre 2022 et 2023. Il y avait quoi comme crise entre 2022 et 2023 qui permettait d'augmenter de presque 60 milliards sur l'ensemble des administrations la dépense publique? En réalité, on a tout lâché sur les dépenses, notamment les dépenses de masse salariale publique et les dépenses, ça la Cour le dit très bien, et les dépenses notamment de retraite où on a indexé les pensions, ça nous a coûté aussi 16 milliards. Donc on a une augmentation entre 2022 et 2023 aussi d'environ 9 milliards de masse salariale publique, et on a complètement lâché sur la dépense de fonctionnement et sur la dépense sociale. Mais vous nous dites mauvaise gestion. Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise gestion? On a bien compris, en vous écoutant à l'instant, que votre cible principale, c'est ce que vous appelez la masse salariale du public, c'est-à-dire les fonctionnaires contractuels, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires nationaux. Vous trouvez qu'il y en a trop, et c'est ça qui pèse sur le budget de l'État? En fait, le sujet, c'est qu'à un moment, on a un déficit qui est voté à l'Assemblée nationale et au Sénat pour l'année 2023, et ça, c'est en fin 2022. Dans les prévisions qui sont votées, notamment, il n'y a pas l'augmentation du point d'indice à 1,5% en juillet 2023. Donc, ce qui est voté par les parlementaires n'est pas respecté ensuite par le gouvernement et par Bercy. C'est même pas la réalité. Sans faire de loi de finances rectificative. Donc, on dépense des milliards en plus qui ne sont pas prévus dans ce qui a été voté et validé par les représentants de la nation. Et ensuite, on se demande pourquoi on creuse le déficit. Mais en réalité, l'histoire est sous nos yeux. Elle se déroule sous nos yeux en permanence, avec des décisions qui vont au-delà de ce qui a été le mandat qui a été donné en fait par les parlementaires sur les dépenses de l'année. Oui, donc vous dites, comme vous dites, comme la Cour des comptes, c'est un budget insincère parce que il ne respecte pas ce qui est écrit par les mêmes quelques jours avant, quoi. Mais absolument. Et on a dit que c'était un problème de recettes, le déficit de 2023. Alors c'est vrai qu'il y a eu des problèmes de prévision de recettes après 2 ans finalement exceptionnels qui étaient liés au rebond d'après Covid, etc. Enfin, on va pas revenir refaire l'histoire. Mais en réalité, on voit bien que le dérapage, il dit que ça dépense. Bon, Agnès Verdier-Molinier. Ce qui est incroyable, je vous ai dit qu'il y avait 58 milliards d'augmentation de dépenses entre 22 et 23. Oui. Mais si vous enlevez les dépenses exceptionnelles du calcul, il y a 83 milliards d'augmentation de la dépense. Donc on voit qu'on a lâché sur la dépense partout. Alors qu'en début de mandat d'Emmanuel Macron, entre 2017 et 2019, il y avait la volonté véritablement d'essayer de maîtriser la dépense, et on le voit dans les chiffres qu'a publié la Cour. Ensuite il y a un redérapage à la fois
de la dépense et du déficit et de la dette. Bien, mais alors on fait quoi? Parce que les Français se disent gauche, droite, quels étaient les premiers ministres et les ministres de l'économie depuis 30 ans, on a augmenté la charge de la fonction publique et la charge de la dette. Tout le monde, personne n'est revenu dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait faire demain si un gouvernement du front de gauche, par exemple, ou un gouvernement centriste, centre-droit, finalement prend les rênes du pays? Quelles mesures immédiates à prendre selon vous? En réalité, un gouvernement n'aura aucune marge de manœuvre. Dans la situation dans laquelle on est, la moindre décision d'augmentation de la dépense va faire quoi? Va faire exploser le taux sur la dette à 10 ans. Et donc, un gouvernement qui ferait des promesses comme celles qui ont été faites et qui les appliquerait, par exemple celle du nouveau Front populaire, on a chiffré à la Fondation IFRAP à 220 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par an. On serait là, c'est dans la une Grèce. situation... La France, c'est comme la Grèce, quoi. Ce serait tout à fait caduque en quelques jours. Donc, il faut bien se dire que la marge de manœuvre est quasiment à zéro, que quasiment il faut souhaiter qu'il n'y ait pas de modification du budget 2024 et de le réappliquer pour 2025. Ça permettrait de faire des économies parce qu'en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est geler toute la dépense. Oui. Et quand vous me dites qu'en fait, c'est impossible de faire des économies sur la dépense, c'est totalement faux. C'est possible dans la plupart des pays. Tous les pays ont réussi, dans les pays du nord de l'Europe, ils ont réussi à juguler l'augmentation de la dépense. On a des écarts, on l'a publié dans le point, les écarts entre dépenses dans l'UE en moyenne et dépenses en France. Dépenses publiques dans l'UE en moyenne, c'est 49,4% du PIB. Nous, c'est 57%. En Allemagne, c'est 48,6%. Ouais. En Espagne, c'est 46,4%. On est complètement hors norme par rapport aux autres pays. Et la plupart des pays qui ont eu des problèmes à un moment de dette, de déficit, etc., ils ont réussi. Mais vous êtes ministre de l'économie demain, vous prenez quelle première mesure d'économie pour conclure? Alors ça, on l'a publié à la Fondation IFRAP. Oui, mais dites-nous, parce qu'on l'a pas forcément lu, là, tous les éditeurs de Sud Radio. On a publié, notamment dans l'Express de la semaine dernière, un plan de 30 milliards d'euros d'économie. C'est tout à fait faisable, mais ça demande, par exemple, de désindexer les minima sociaux, de ne plus indexer les minima sociaux pendant au moins un an, voire plus. Ça demande de reporter l'indexation des pensions, ce qui coûte très cher, et de reporter peut-être en fin d'année pour réussir à faire 6 ou 7 milliards d'euros d'économies. Ça demande de geler les rémunérations des agents, et ça aussi, on peut réaliser plusieurs milliards d'euros d'économies, en totalité 8 milliards entre le fait de geler les salaires des c'est nous qui allons payer, quoi. C'est clair, le message de ce matin. Il faut qu'on conclue, là, Agnès Verdier-Molinier, je vous en prie. Je vais vous dire quelque chose de très clair. Si on attend que le FMI ou une troïka arrive en France pour faire les coupes, ce sera beaucoup plus grave. Parce que ce qu'ils ont fait en Grèce, ce qu'ils ont fait au Portugal, c'est carrément baisser les rémunérations publiques et baisser les retraites. Oui, c'est ça. Donc, il faut savoir de quoi on souffre. On a 154 milliards de déficit en 2024 et on a déjà 113 milliards de déficit public, de déficit de l'État à fin mai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très bien. On se retrouvera dans une situation où plus personne voudra nous prêter sur les marchés parce qu'on sera plus du tout l'objet de la confiance. Ou alors, ils nous prêteront à des prix qui seront tellement élevés qu'on sera obligé nous-mêmes de couper dans les dépenses d'éducation, etc. Donc, soyons honnêtes sur la situation de la France. Et il faut agir très vite. Je savais que ce serait un sujet sensible, mais là, on vient de plomber l'ambiance pour toute la matinée sur Sud Radio avec votre diagnostic. Merci infiniment, Agnès Verdier-Molinier, la directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. On vient de parler du budget. Merci d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes l'auteur aussi de Où va notre argent aux éditions de l'Observatoire. Et en effet, dans l'Express et dans le Point, on peut retrouver le rapport que vous avez rendu sur l'état des finances publiques de la France. À tout de suite, on se retrouve sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est la seule radio qui donne des informations, on peut s'interroger. C'est pas facile tous les jours, mais pour ma culture, c'est parfait. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier.
Alors, deuxième partie de cette matinée, on est ensemble jusqu'à 13h. Tout à l'heure, on parlera des coulisses des Jeux Olympiques avec les JO dans tous leurs états. Mais d'abord, nos 4 débatteurs que je vous présente ce matin. Alors, il va falloir que je joue le rôle d'opposant de gauche, par exemple, parce qu'on va être très centre droit à droite ce matin. Mais bon, on verra comment vous allez réagir et comment vous allez commenter l'actualité de sinon. Ça, c'est notre ami Thomas Elexoser qui est là et que je présente. Le secrétaire général Les Centristes. Vous voyez, je peux pas être plus clair quand je dis centre droit. Vous êtes conseiller départemental du département de l'Eure, Thomas Elexoser. Bonjour à vous. Jérôme Dubus est avec nous. Jérôme Dubus, membre du pôle ID d'Horizon. On reviendra sur le budget dans un instant avec vous. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, proche d'Éric Zemmour. Et votre média s'appelle Damoclès. Bonjour à tous. Jean-Philippe Dugoin-Clément, un autre élu, maire UDI, monsieur le maire, bonjour, de Mency dans l'Essonne, vice-président de la région Île-de-France, centriste vous aussi, UDI. Merci de votre présence ce matin, tous les 4. On va commencer par vos coups de cœur et vos coups de gueule respectifs, mais on parlera tout à l'heure de la situation politique, le feuilleton politique de l'été. Je le dis comme ça a l'air d'une galéjade. En réalité, on se demande si tout à l'heure, là, le Conseil des ministres va démarrer dans 1 heure, si Gabriel Attal et son équipe restent encore quelques jours pour gérer les affaires courantes ou non jusqu'à la fin des Jeux Olympiques, et puis comment ils vont répondre, lui ou une autre, à la situation. On en a parlé il y a quelques instants avec Agnès Vernet-Molinier, la situation budgétaire de la France, pour éviter que on se retrouve comme la Grèce il y a quelques années, mise sous tutelle. Et puis la gauche est-elle en train d'exploser? La droite, qu'est-ce qu'elle est en train de nous préparer? Et puis qu'est-ce que c'est que ce ticket Trump-Vance aux États-Unis? Ce sera peut-être un de nos sujets si on en a le temps tout à l'heure. On commence par les Zémouriens, ça. C'est pour les Zémouriens. Vance. Ah bon. Ils vont adorer Vance. On va voir ça tout à l'heure. Quel est le profil de ce garçon de 39 ans qui devient le vice-président potentiel si Donald Trump est réélu, évidemment, et élu président des États-Unis. Mais si la Chambre le confirme. Oui, alors il y a tout un processus, vous avez raison. Après. Mais enfin, pour l'instant, il est le binôme du candidat des Républicains. Thomas Elexoser, votre coup de cœur, pour commencer par vous, qu'est-ce que vous voulez nous dire ce matin? C'est un coup de cœur pour nos forces de l'ordre. Policiers, gendarmes, militaires. Militaire a été violemment agressé hier à la gare de l'Est. Gare de l'Est à Paris. À 10 jours des Jeux Olympiques. C'est un coup de cœur pour les forces de l'ordre à qui on demande énormément, qui tiennent cet agenda incroyable qui a démarré depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, à travers les cérémonies du 80e anniversaire de la Libération, qui s'en suivent par une traversée dans la France entière de la flamme olympique, puis du Tour de France, et qui vont converger en nombre à Paris, dans la région Île-de-France et partout en France dans les épreuves délocalisées pour les Jeux Olympiques, avant d'enchaîner sur les festivals, avant d'enchaîner sur la flamme paralympique, etc. Le coup de cœur, il s'adresse à qui? Aux forces de l'ordre, pour leur dire merci et bravo. En toutes circonstances, de garder leur sang-froid, d'assurer leur mission et de répondre toujours aussi présent dans des événements qui se déroulent de manière incroyable. La flamme paralympique, c'était une manifestation dans laquelle des centaines de villes ont été traversées dans des dispositifs de sécurité énormes. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est très bien passé. Le Tour de France, on en a peu parlé depuis 2-3 semaines. C'est aussi très bien passé. Et là, on arrive dans une période difficile, que va être les Jeux Olympiques, avec cette cérémonie qui va être en plein air, et j'espère en tout cas que tout se passera bien, et je pense qu'on peut remercier les forces de l'ordre pour leur travail et leur engagement. En l'occurrence, ils font le job, et puis ils sont disciplinés, et ils sont plutôt efficaces, sauf que beaucoup ont un peu râlé au début de l'année, quand ils ont vu que les plannings sur les vacances d'été c'était niet cette année. C'est-à-dire beaucoup de gendarmes, policiers. On leur demande beaucoup, parce que la France ne s'arrête pas non plus, parce qu'il y a les Jeux Olympiques, il y a des festivals, il y a des manifestations. La France est quand même l'un des premiers pays touristiques au monde. Mais du coup, tout le monde est sur le pont. Donc ils sont sur le pont, et c'est pour ça que je voulais leur dire merci et bravo, et saluer leur travail et leur engagement. Ok, c'est bien noté. Alors on est sur le même sujet, mais vous c'est plutôt version Samuel Lafont, coup de gueule. Oui, puisque on a l'impression que c'est devenu banal en France. On a un militaire qui s'est fait agresser, poignardé, entre les deux omoplates. Concrètement, c'est le cœur ou les poumons qui sont visés. En tout cas, c'est le militaire hier agressé à la gare de l'Est. À la gare de l'Est. Je rappelle qu'il y a quelques années, on avait eu une agression par un Égyptien contre des militaires également de Sentinelle au carrousel du Louvre. Oui, et puis à la Défense également aussi. À la Défense, on a eu également une attaque en voiture avec un Algérien qui avait foncé sur des militaires à Levallois-Perret.
Et puis ça passe presque comme une lettre à la poste. On s'habitue malheureusement à ça. Oh, qui dit ça? Qui en fait? Regardez, on en parle beaucoup moins, mais vous savez comment ça se passe, c'est que c'est humain. On finit par s'habituer malheureusement. On s'habitue à ce qui se passe sur notre sol. On s'habitue malheureusement à ces attaques. On verra si ce sera considéré comme attentat. On nous dit que cette personne-là, la personne qui a attaqué le militaire, aurait des problèmes psychiatriques. Je rappelle qu'elle c'est sûr. Il a été condamné. Ouais. En tout cas, cette personne a été déjà condamnée 2 fois pour des violences conjugale. Elle est accusée également d'un meurtre, mais bon, on a dit que c'était pas sa faute. C'est un immigré qui est venu en France. Voilà comment il nous remercie. Non, c'est un Français. C'est un immigré. Il peut avoir la nationalité française en étant immigré. Il est immigré qui vient de la République démocratique du Congo. Et donc voilà comment il nous remercie, cet homme. Et je trouve non seulement qu'il y a un souci, c'est qu'on banalise ces faits-là. On en parle un petit peu, mais on devra, dans un autre pays, imaginez notre pays, comment ça se passerait si c'était au Japon. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup plus. Pardonnez-moi Samuel, mais hier soir, j'ai regardé en direct, dès qu'on l'a appris, évidemment, je suis allé faire mon travail, j'ai regardé comme tout le monde les réseaux sociaux, mais surtout les chaînes d'infos en continu. Non, pardon, c'était quand même très présent. Non, attendez, il faut pas tout mélanger. Juste pour terminer, on peut regarder sur Twitter. Sur Twitter, on n'en parle déjà plus. Est-ce qu'on en parlera demain? Non, mais ça veut dire que, mine de rien, on s'habitue, on le savait, c'était déjà écrit. Quand il y a de plus en plus d'attaques, on finit par s'habituer, la population s'habitue parce qu'elle ne veut pas. Et vous voudriez faire quoi à la place? Non, mais ça a été très bien annoncé hier, toute la soirée. Et ça résonne avec ce que disait, Thomas à l'instant, c'est que malheureusement, il faut qu'on rétablisse enfin la sécurité sur notre sol. Et on va en parler tout à l'heure, mais il y a un gouvernement là on cherche le gouvernement en formation. Il faut que le gouvernement en formation réponde à l'attente des Français en termes de sécurité. Oui, Thomas. Il ne faut pas tout mélanger, je pense, entre des attentats commis, revendiqués ou organisés en tant que tels, et vraisemblablement le cas de cette personne qui relève de la psychiatrie. Je pense qu'il y a un vrai sujet en France sur le traitement des personnes dans la sphère et dans l'organisation de l'univers psychiatrique. Ils font un sacré boulot eux aussi, et ils sont pas nombreux. Il y a un problème malgré tout, puisqu'on voit quand même que cette personne qui a déjà commis des faits très très graves était en liberté alors qu'il était sur suivi psychiatrique. Donc je pense qu'il y a un sujet sur la psychiatrie en France qui est un vrai sujet, sur les moyens aussi que l'on donne aux professionnels de la psychiatrie, aux hôpitaux psychiatriques qui sont pas suffisants et qui ont plusieurs fois appelé à l'aide dans des situations très très graves. J'appelle, contrairement à mon ami de droite, à ne pas tout mélanger entre de droite dans le studio et de droite dans les faits. Droite à ma droite. J'entends l'argument de Thomas. Le hasard fait que nous nous connaissons depuis notre jeunesse. Nous avons fait nos études dans la même ville il y a 15 ans. Ah, bah ça c'est un scoop, je savais pas ça. Une petite réaction aux deux, Jérôme Debus. Au coup de cœur et au coup de gueule, parce que autant je partage le coup de cœur et depuis 2005, effectivement, on pourrait faire un coup de cœur à nos forces de l'ordre tous les jours. Depuis les émeutes de 2005, ils sont surchargés, les manifestations, tout ce qui s'est passé, les attentats, etc. Bref, alors là, c'est effectivement le pinacle, parce que on arrive aux Jeux Olympiques, et les Jeux Olympiques, c'est effectivement le coup de couteau d'hier soir, donc je partage totalement. Mais je vous dis, ça nous sensibilise tous, parce que le vrai sujet, c'est la sécurité des JO. Ça fait 20 ans avec la politique du chiffre de Nicolas Sarkozy qui sont sous tension. On le sait très bien. Bon, alors il y a plus ou moins des périodes de mobilisation, de tension, etc. Mais je dis, le coup de cœur, on pourrait le faire quotidiennement depuis 20 ans. Bon, quant au coup de gueule, excusez-moi, c'est le fonds de commerce de monsieur Zemmour. On le connaît. La sécurité, ça concerne les Français. Non, c'est pas la sécurité, là, c'est l'exploitation. C'est l'immigration aussi, c'est l'exploitation d'un fait divers. On connaît, on sait ce que ça a donné. Vous avez fait 1% législatif, donc voilà. Bon. Oui, mais cela dit, pardon, Jérôme Debus, mais passons à autre chose. Parce que ça a été. C'est quand même pas ça qui s'est montré dans les urnes. Mais l'information hier a été relayée. Enfin, encore le Figaro ce matin. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, en fait. C'est le premier titre du Figaro. Et c'est normal. Mais très bien, mais 34% des électeurs se sont exprimés en faveur de. Il n'a pas fait 34%. Non, il y a les 3 blocs. On peut parler de mode de scrutin, si vous voulez. On peut parler de mode de scrutin, si vous voulez. Non, on va pas revenir sur ce sujet-là. Oui, ils ont fait 1%. Non, mais vous avez pas l'air d'entendre mon objection. Mon objection, je pousse un peu celle de Samuel Lafont, qui est de dire c'est une des préoccupations réellement des Français. Mais essayons de ne pas l'exploiter politiquement, c'est tout. Vous voulez pas rétablir la situation. Qu'est-ce qu'en pense l'élu que vous êtes de terrain? Vous avez une police municipale à Mennecy? Oui, importante en termes d'effectifs. On est à
un effectif en uniforme pour 1000 habitants, ce qui fait des ratios élevés. Moi, même si c'est la commune d'Essonne dans laquelle on compte le plus de caméras, on met énormément de moyens. Et les moyens qu'on met, c'est aussi faire face au désengagement de l'État, si on dit les choses. Parce que globalement, depuis 20 ans, on a assisté à des transferts de compétences, certains actés de la part de l'État, d'autres beaucoup plus masqués. La brigade de gendarmerie territoriale, qui est celle de Mennecy, qui comprend une territorialité importante, c'est la plus importante en termes d'activité en Essonne, c'est 32 militaires. On est un peu remonté, on est au plein des tableaux des effectifs, ce qu'il faut dire. On était à 27 il y a de cela quelques années. Et vous avez combien de policiers municipaux comme ça 15, on saura 15, donc vous avez 15 000 habitants. 15. Quoi. Et donc 32 pour 27. La réalité, c'est que ce 32 du tableau des effectifs, c'était déjà le cas il y a 20 ans. On est sur un secteur où la population a augmenté de plus de 20%. Et donc on voit bien le transfert larvé de compétences qui se fait sur les collectivités. On le voit sur la vidéoprotection, qui est payée, qui est financée par les collectivités. Et on voit que de plus en plus, eh bien, les collectivités agissent parce que l'État régalien se désengage petit à petit. Au-delà de ça, par rapport à ce qui a été dit, le coup de cœur sur les forces de l'ordre, tout le monde ne peut que le partager. Mais effectivement, c'est quelque chose de quotidien. Moi, ce que je ne veux pas sur un fait divers comme ça, c'est stigmatiser l'origine ethnique de la personne. On a un problème de réponse pénale, on a un problème de réponse psychiatrique dans beaucoup de cas. C'est des choses qu'on vit, qu'on connaît au niveau local, parce que malheureusement, assez souvent, sans être sur des faits aussi graves, on a des répétitions d'actes de délinquance qui ne sont pas sanctionnés ou qui mettent très longtemps à être sanctionnés. Mais pour moi, la question est celui de la réponse pénale, y compris de l'accompagnement psychiatrique, beaucoup plus que la question de l'ethnie ou de la nationalité d'origine de la personne. Ça compte si c'est lié à l'immigration quand même. En plus, c'est pas la délinquance, c'est pas la délinquance, c'est une tentative de meurtre. 4 générations qui commet un assassinat, on va pas aller lui reprocher d'être français depuis 4 générations. On peut quand même poser la question de l'immigration massive premièrement et le fait que la France a octroyé depuis des décennies la nationalité française. Oui, mais pas à cette occasion d'un fait divers. Comme si elle le on valait peut rien. avoir une discussion avec vous aussi, on peut en parler. Mais quand c'est Jean-Philippe Dugoin, Clément, Samuel Lafont, Thomas Alexoser et Jérôme Dubus qui ne se sont pas mis d'accord sur ce sujet tout à fait, même si globalement, vous avez bien compris, vous êtes à peu près tous d'accord sur le coup de cœur au moins. Absolument d'accord. On se retrouve avec les 4 débatteurs dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite, les grands débats de l'été. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et c'est la partie mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs jusqu'à midi avec vous. Jérôme Dubus, membre du pôle idée d'Horizon d'Édouard Philippe. Thomas Alexoser, secrétaire général du groupe Les Centristes, conseiller départemental de l'Eure. Samuel Lafont, un proche d'Éric Zemmour, porte-parole de Reconquête. Et Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire UDI de Mennecy dans l'Essonne. Alors, Jérôme Dubus, votre coup de cœur ou votre coup de gueule, c'est quoi ce matin ? Non, c'est un coup de cœur. Ah, c'est un coup de cœur. Mais moi, je me fais harakiri ce matin. Allons-y. Oui. Donc, je suis complètement maso. Allons-y, c'est quoi votre masochisme ? C'est un coup de cœur au rapport de la Cour des comptes hier sur les finances de la France. Ouais. Oui. Je vois pourquoi vous êtes maso. Membre parce de que l'ex-majorité présidentielle. Votre patron, il a été Premier ministre quand même pendant quelques mois. Au rapport de la Cour des comptes sur les finances de la France. Bon, pourquoi ? Vous dites la même chose quand vous le voyez, Édouard Philippe. Vous lui dites Coco, tu t'es gouré, tu t'es planté. Non, mais attendez. On va en parler. Bon. Pourquoi je donne ce coup de cœur ? Parce que ce rapport sur la Cour des comptes, qui est d'ailleurs absolument incontournable, parce que tous les ans, la Cour des comptes fait ce rapport. Il a été reculé à cause des élections législatives. Mais d'ailleurs, il y a un débat dans le débat, parce que franchement, on aurait pu avoir ces chiffres avant. Il aurait dû... Bon, on les avait, les chiffres, globalement. Mais d'accord, très bien, mais la Cour des comptes il aurait dû pas donné aux sortir Français au mois de les juin. éléments de réflexion. Comme tous les ans, il sort au mois de juin. Bon, d'accord. Donc c'est sur l'exécution du budget 2023 qui est mauvais. L'exécution est mauvaise. On aurait dû avoir 4,8, 4,7 de déficit, ce qui est déjà énorme. On est à 5,5 là. On est à 5,5. Bon, donc l'année 2023 aurait été mauvaise, alors que tous les autres pays en ont profité en 2023 pour essayer de commencer à rééquilibrer leurs comptes. Bon, nous pas. Donc on arrive à être le 3e pays endetté de la zone euro. Vous en sortez bien parce qu'au fond, l'année que vous citez, il n'y a plus d'Édouard Philippe à Matignon, c'est-à-dire que c'est Elisabeth Borne. On peut remonter à plus loin si ça vous fait plaisir. Non, mais... Voilà, mais la tendance est là.
La tendance est là. Bon, c'est plus d'endettement, c'est plus de déficit, c'est plus de dépenses publiques. On a l'impression que la Macronie, à un moment donné, en réalité, a lâché c'est plus prise, finalement. Non, oui, la Macronie n'a pas lâché prise. J'en termine sur la démonstration, parce que au fond, on va se demander pourquoi je fais ça. Bah oui, je voudrais comprendre pourquoi tout d'un coup. En se tirant une balle dans le pied. Tout simplement parce que moi, j'ai été horrifié des débats qu'on a eus pendant ces 15 jours de législatives, d'élections législatives, où à aucun moment on a abordé les vraies problématiques de la France. À aucun moment. Clairement. On a parlé de mauvais candidats du RN, on a parlé de barrages, on a parlé de tripatouillage à gauche pour essayer de s'entendre, mais à aucun moment on a parlé des problèmes réels de la France. Ça a arrangé un peu la Macronie aussi. Je sais pas, mais en tout cas, je termine sur ce sujet-là. C'est pour ça que je mets en coup de cœur ce rapport de la Cour des comptes qui décrit parfaitement la situation de la France, et quel que soit le gouvernement, je dis bien quel que soit le gouvernement, il va falloir enfin qu'on arrive à redresser nos comptes. Thomas Lexoser. Oui, mais on est tombé dans une habitude d'avoir ces déficits extravagants. Et je trouve que le pouvoir sortant, le pouvoir en place a une responsabilité colossale. L'année dernière, on n'avait pas de Covid, on n'avait pas de crise économique particulière. On a fait 170 milliards, mais 170 milliards de déficit l'année dernière. Je parle pas des premières années du conflit, etc. Même l'inflation l'année dernière, elle a été un peu contenue. Mais 170 milliards l'année dernière de déficit budgétaire. C'est-à-dire que c'est autant que pendant la crise des subprimes en 2008. Alors qu'il n'y avait aucun fait international ni économique majeur pour justifier cela. Et je pense que le gouvernement n'a pas su contenir. Mais parce que la politique du chèque et aucun contrôle de la dépense publique qui depuis 2-3 ans et depuis le Covid est partie à volo. On a ouvert les vannes, on n'a pas fermé le robinet. Il n'y a pas eu un budget en équilibre depuis 1973. On n'a jamais dépassé 100 milliards de déficit dans l'époque de Hollande et de Sarkozy. Jamais. Jean-Philippe Ducoing-Clément. Deux choses. La première, c'est que parler des déficits, c'est quelque chose qui parle très peu électoralement aux Français. Et on voit bien les plateformes quand on prend la NUPSE, on en parlera tout à l'heure, on est sur des plateformes qui sont uniquement dépensières. On pourrait d'ailleurs... de programmes, c'est ça que vous bien sûr, les programmes électoraux, on est sur une accumulation de projets, de dépenses nouvelles qui viennent se surempiler sur un État qui est déjà totalement impécunieux. Et puis la deuxième chose, quand on parle d'économie budgétaire, ce qui est fait dans les collectivités, ou dans les collectivités, on est amené à descendre dans le détail, d'aller chercher des économies. Mais l'État ne le fait pas. Le coût mais vous aussi, les maires, les présidents de département, vous réclamez de l'argent régulièrement à l'État. Vous dites que l'État se désengage, qu'il vous donne plus assez. Quand l'État demande est-ce qu'il y ait plus de place, tout le monde pleure. Mais quand l'État demande est-ce qu'il y ait plus de places de crèche, une place de crèche, ça coûte combien? 10 000 euros par an à une commune. Quand l'État dit, on a des plateformes électorales, des programmes électoraux qui nous disent, on veut du 100% bio et une gratuité dans les cantines. Un repas de cantine, c'est 10 euros par jour. 10 euros par jour. C'est facturé par les communes entre 1 à 7 euros. On peut le facturer à 10 euros au coût réel. Est-ce que les Français sont prêts à le payer? 10 euros par jour pour chacun de leurs enfants. La réalité, c'est qu'ils ne sont pas prêts à le payer. À côté de ça, quand on prend un certain nombre de dépenses de l'État qui sont aujourd'hui totalement aberrantes, je pourrais vous en citer, de rentrer dans le détail de manière extrêmement précise, on se rend compte que le travail d'économie qui a déjà été fait dans les collectivités locales, qui a été fait parce que 15 milliards de moins sur les dotations en l'espace de 5 ans. Vous avez fait quoi, par exemple? Dans votre commune, vous avez supprimé quoi ou réduit? On a réduit nos personnels, on a été amené à augmenter les impôts, on a été amené à augmenter les tarifs des prestations municipales, on a été amené à rééchelonner un certain nombre de dépenses d'investissement, ce que n'a jamais fait l'État. Ouais, Samuel Lafont. Là, on a déjà évoqué plusieurs sujets, on parlait de la sécurité, de l'immigration, on parle maintenant de dépenses publiques. Moi, je trouve que le vrai problème, depuis des années, c'est qu'on a l'impression on s'est habitué à l'idée qu'on ne pourrait rien faire, qu'on ne pourrait pas rétablir la situation. Et on le sent souvent, on nous dit « Ah, mais ça on peut pas le faire, on peut pas baisser les dépenses publiques, c'est pas possible. » Il faudrait 70 milliards, personne ne va accepter qu'on réduise les retraites, qu'on réduise le nombre de fonctionnaires. On est tous bloqués là. Désormais, il faut faire un effort qui est colossal. Mais ça fait des années qu'on nous dit « Ah, mais on peut pas supprimer telle subvention, on peut pas faire des choix ». On parlait de régalien à l'instant. L'État n'a pas su faire de choix pendant des années en disant « Bon, sur quoi est-ce qu'on mise d'abord ? L'armée, la police, la justice, qui est sous-dotée en France par rapport à d'autres pays européens. Elle a été surdotée là depuis comme jamais. Il y a un petit rattrapage par rapport à des années où elle était vraiment en galère, j'ai envie de dire, par rapport aux autres pays européens et surtout par rapport aux besoins dans le pays. Non, mais ce qui me désole, moi, c'est que pendant 15 jours, je l'ai dit tout à l'heure, aucun parti, y compris des partis de gouvernement, y compris le mien dans cette coalition, y compris des anciens partis de gouvernement comme le Parti socialiste, comme LR ou comme les partis centristes, n'ont attiré l'attention sur ce sujet.
C'est ça qui est désolant, c'est-à-dire qu'on a une classe politique qui est complètement déconnectée, alors que les chiffres sont connus. Ils sont connus de tout le monde, de tous les états-majors. Je ne sais pas si vous avez écouté Agnès Verdier-Molinier de l'EFRAP il y a quelques instants sur Sud Radio. Eh bien, c'était affolant. Voilà. Elle nous disait, on va bientôt être sous tutelle. Oui, enfin, elle est un peu excessive. Mais bon, même si elle n'est pas excessive, la situation est grave. Du FMI, la situation n'est pas désespérée, elle est grave. Bon, mais la classe politique danse sur un nuage. Je suis. Tout le monde. Mais si, tout le monde. Enfin, mais si. Il y a eu des prises de position très fortes. Mais qui dans cette campagne, le président de Nouvelle Énergie, président de l'Association des maires de France, appelle à une réforme profonde de l'État, à la suppression de nombre de structures et de sous-divisions. Mais ça ne se traduit pas dans les programmes des partis politiques. Enfin, dans le programme de la NUPES 2, nouveau front rebaptisé Nouveau Front Populaire, c'était 200 milliards de dépenses nouvelles. Dans le programme du Rassemblement National, c'était 100 milliards de dépenses nouvelles. Dans le nôtre, il y avait aussi des dépenses nouvelles qui n'étaient pas financées. Quant à celui de LR et de ses associés, là aussi, c'était des dépenses nouvelles, c'était un festival de dépenses nouvelles. Enfin, quand est-ce qu'on va arrêter ça? Voilà. Enfin, si je puis me permettre, ça date de l'engagement des dépenses nouvelles. Ça date d'après Raymond Barre, quoi. Ça date de 81. Depuis la gauche au pouvoir, personne, ni Jacques Chirac, ni Nicolas Sarkozy n'ont ramené on s'habitue au socialisme, mais on s'habitue au socialisme. Je parle de Sarkozy et de Chirac. Ce qui a été dit à l'instant est très juste, c'est que les déficits, ça ne parle pas. Ça parle très peu aux gens, parce que c'est des sommes très importantes, parce qu'on n'a pas directement la main dessus. En revanche, si on ramène ça au pouvoir d'achat, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le pouvoir d'achat, c'est ce que l'État ne vous prend pas. Quand on fait énormément de dépenses qui ne sont pas contrôlées, quand il y a un millefeuille administratif énorme, quand on ne supprime pas toutes ces strates, in fine, les impôts augmentent, que ce soit localement ou au niveau national, et ce sont les Français qui payent. Et c'est autant de pouvoir d'achat en moins pour les Français. Je rappelle qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes disaient quoi? Il y avait une augmentation du prix de l'essence. 10 milliards, ça a coûté. Mais il disait, j'ai envie de pouvoir vivre dignement du fruit de mon travail. Et une partie de l'argent que tu avais plus à la fin du mois, c'était des impôts, c'était des taxes. Oui, mais alors, quant aux collectivités locales, vous êtes bien aimable, messieurs, mais je sais que Jean-Philippe gère parfaitement sa commune. Mais quand je parle de Paris, les bras m'en tombent. Oui, mais la ville de Paris, c'est 10 milliards d'endettement. Ce ne sont pas toutes les collectivités locales. Mais vous êtes bien aimable, messieurs. Quand on augmente de 50% la taxe foncière, si vous voulez. Tout ce que vous nous dites là, c'est que vous êtes en train, en creux, d'annoncer que quelle que soit l'équipe qui a succédé à celle de Gabriel Attal, il va falloir réaugmenter les ressources de l'État. Ça veut dire les impôts, les recettes. Sauf qu'avec ce qu'ils nous ont présenté pendant les élections législatives, c'était complètement à côté de la plaque. Dites-le aux Français. On le dit ce matin. On va devoir augmenter les impôts. Qu'est-ce qui s'est passé quand Hollande a été élu? On paye une accumulation de normes. Excusez-moi, dans ce pays, on paye une accumulation de normes parfois totalement folle. Totalement folle. Été 2012, Hollande devient président. La fête. Et quelques mois après, quelques années après, redressement, augmentation des impôts. Alors on va voir dans quelques instants si vous vous mettez d'accord sur. On va voir si vous vous mettez d'accord, Jérôme Dubus et les autres débatteurs de Sud Radio. Mettez-vous d'accord, des grands débats ce matin. Après les infos de 11h. Dans quelques instants, on se retrouve pour poursuivre ce débat et notamment la situation politique, les nouveaux feuilletons, le gouvernement qui est en phase de réunion là, qui arrive à l'Élysée pour peut-être son dernier Conseil des ministres. À tout de suite, restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et avant qu'on se retrouve à midi, dans une heure, pour les coulisses des Jeux Olympiques avec Joseph Ruiz, eh bien, nous retrouvons nos 4 débatteurs de Mettez-vous d'accord ce matin. Jean-Philippe Dugoin-Clément, qui est maire centriste UDI de Mennecy. Samuel Lafont, le porte-parole de Reconquête. Thomas Elexoser, secrétaire général Les Centristes et conseiller départemental de l'Eure. Et Jérôme Dubus, membre du pôle ID d'Horizon. Et c'est moi qui vais devoir faire le porte-voix de la gauche. Alors, du coup, et de cette gauche, peut-être, ce sera un de nos 3 sujets là dans l'heure qui vient. La gauche est-elle en train de donner raison à Emmanuel Macron en explosant? Par ailleurs, la droite, que nous prépare-t-elle? Et puis enfin, on reviendra peut-être sur le ticket américain Trump-Vance, qui est ce jeune James David Vance, choisi par Donald Trump pour être dans cette course à la Maison-Blanche, son éventuel vice-président. Alors, le feuilleton politique, messieurs, c'est chacun cherche sa majorité,
Je dis chacun parce que d'un côté, on voit que c'est devenu hyper compliqué à gauche, qui est au bord de l'implosion, et puis à droite, on va y revenir, il y a un travail en ce moment peut-être plus silencieux, plus discret, mais qui pourra peut-être finir par donner une coalition. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer à gauche ? Ce qui se passe à gauche, moi, me déconcerte, parce qu'au final, cette alliance contre nature, qui était la même que la NUPES, qu'on a retrouvée sous un nouveau nom, ces gens-là ne sont d'accord sur rien. Qu'est-ce qu'ils vont décider sur le nucléaire ? Les communistes sont favorables à l'énergie nucléaire, les Verts veulent qu'on réduise et qu'on vise à attendre vers une réduction. Excusez-moi, mais ils vous ont apporté une réponse. Il y a un nom que j'ai pas cité, que j'aurais dû citer depuis le début, c'est Laurence Tubiana. Ce nom qui a émergé hier, c'est une anti-nucléaire. Tout ça, c'est un jeu. C'est un cirque et c'est un jeu. Huguette Bello, qu'on nous a sorti du chapeau, qui 24 heures après a dit non, je suis pas candidate. Maintenant, on nous donne le nouveau nom d'une dame dont on sait même pas si jamais elle est favorable ou pas, parce que son nom circule. Huguette Bello, elle a dit non 24 heures après. On voit bien que c'est un jeu, c'est un cirque, parce qu'en réalité, ils ne veulent pas gouverner. Parce qu'ils ont fait cette promesse honteuse de dire aux gens, on va augmenter le SMIC. Et après l'élection, ils ont dit, ah ben non, pour augmenter le SMIC, il faut un projet de loi rectificatif, parce qu'il faut créer un dispositif spécial aux entreprises, parce qu'ils savent quand même que si on augmente le SMIC à 1 600 €, on fait couler les petites et moyennes entreprises. Donc ils ne veulent pas le pouvoir. C'est un cirque. Mais Thomas Alexander, est-ce qu'au fond, je me fais l'avocat du diable, est-ce que c'est pas habile tout de même de la part de l'aile centrale du nouveau Front Populaire de suggérer le nom d'une personnalité de la société civile qui a été considérée comme assez compétente par le président de la République lui-même, qu'il a désigné pour présider la Convention citoyenne sur le climat. Mais LFI a dit non. Elle a été, non mais très LFI bien. A dit non. Mais c'est assez habile de sa part. Jean-Philippe Dugoin-Clément. Oui, après, c'était la période où Monsieur Macron voulait réduire le nucléaire et était pas sur la relance du nucléaire avec 12 EPR quand on en parlait comme ministre. Entre-temps, il y a eu un 180 degrés, comme le président n'a parfois le secret, mais on voit bien qu'effectivement, on a une gauche que rien ne rassemble. Vous parliez effectivement du nucléaire. Ça peut pas être un nom sur lequel même LFI finira par venir. Mais de toute façon, ça ne change pas le problème. On est sur une escroquerie. Enfin, c'est une folie que de pouvoir dire qu'on a gagné une élection quand on fait 30% des sièges, ça veut dire qu'on a 70% des gens qui ne veulent pas de vous. Et quand on a 70% des gens qui ne veulent pas de vous, c'est-à-dire que vous ne tenez pas une semaine, un mois sans avoir une motion de censure, c'est une folie que de dire on a gagné des élections, on fait notre programme, tout notre programme, rien que notre programme, et on ne parle pas. La situation telle qu'elle est devrait amener tous les responsables politiques à discuter avec les autres camps, y compris quand ils sont en désaccord. Mais la démocratie, c'est le fait d'arriver à parler de manière apaisée. Chose que refuse de faire la gauche aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'effectivement, LFI ne veut pas gouverner. Samuel Lafont, Jérôme Debus. Rappelons ce qui s'est passé avec ces législatives anticipées. D'abord, était annoncée une grande victoire du Rassemblement National qui finalement... Vous n'en faites pas toute l'histoire, on parle de Laurence Tubiana. Vous allez voir pourquoi c'est important. Qui finalement, parce qu'avec le mode de scrutin actuel à 2 tours, n'a pas eu le nombre de députés escompté par rapport au score au premier tour. Mais avant le premier tour, la gauche avait très peur, parce qu'elle savait que si elle partait dispersée, si elle ne faisait pas une NUPES 2, comme vous avez dit, eh bien, ils sont le plus gros groupe à l'Assemblée. Elle allait perdre énormément de sièges. Finalement, pour elle, c'est une magnifique surprise, parce que elle se retrouve avec un assez gros groupe, mais c'est pas une victoire. Et le jeu de la gauche depuis... Ils ont même pas 200 députés. Et le jeu de la gauche, depuis des jours et des semaines, c'est de dire on a gagné, pour faire entrer dans l'esprit des gens qu'ils auraient gagné les élections. Non, la gauche n'a pas gagné, elle n'a pas gagné les élections. 2, elle est en incapacité de gouverner. 3, ce qui se passe véritablement, c'est que vous avez un Mélenchon qui est totalement mis de côté par les autres parce que ni le PC, ni Europe Écologie Les Verts, ni le PS ne veulent de lui. Et ils continuent tous à dire ensemble qu'ils sont très nombreux, sauf qu'on sait très bien qu'en plus, Mélenchon est en tout à fait désaccord avec les autres et que l'autre partie de la gauche ne veut pas de lui. Donc ce qui peut se passer, il faut qu'on arrête d'être dans ce scénario, d'avoir forcément un Premier ministre de gauche qui est sorti du chapeau. Moi je suis électeur de gauche. On peut très bien avoir quelqu'un de droite, de centre-droit. Évidemment, on n'aura pas un Premier ministre du Rassemblement National ou de Reconquête demain. Il y aura probablement... Moi, je me mets à la place des auditeurs de Sud Radio qui sont électeurs de gauche. Du centre-droit. Ils ont cru qu'ils avaient gagné. Ils sont désespérés. Vous n'écoutez pas mon objection. Si, je comprends. Non, vous n'écoutez pas mon objection. Répondez-moi, Mélenchon leur a menti à 20h. Le dimanche soir à 20h, Mélenchon ment à la télé. Il leur dit que juste pour terminer, moi, il faut se mettre à la place des Français. Il faut se mettre à la place des Français en général, dont une partie a l'impression d'avoir été volée avec cette élection. Les Français, ils demandent quoi? Électeurs de gauche désespérés. Ils parlent d'immigration,
de sécurité, de pouvoir d'achat. Eh bien, le gouvernement, quel qu'il soit, doit répondre rapidement aux urgences des Français. Jérôme Dubus, vous n'êtes pas électeur de gauche, mais vous êtes désespéré aussi. Non, j'ai jamais été électeur de gauche. Parce qu'ils se mettent pas d'accord. Ceux qui ont cru, peut-être que cette maladie va me frapper bientôt, mais ceux pour le moment, qui ont cru que la gauche allait gagner sont désespérés aujourd'hui, parce que non, là, mais attendez, il n'y a pas que les électeurs de gauche qui sont désespérés. C'est la France qui est désespérée de voir ce spectacle depuis 10 jours, affligeant de tous les côtés, affligeant à gauche. Ça a été dit. Je vais pas polémiquer sur le sujet. Vous êtes d'accord avec Samuel Lafont? Non, mais effectivement, ils s'entendent pas. Voilà, c'est l'alliance de la carpe et du lapin. On le savait depuis le début. Rien de commun entre LFI qui veut pas gouverner. Mais Tubiana, c'est habile, ce nom, mais Tubiana, c'est un leurre. Voilà, c'est un lièvre qu'on envoie sur la piste en disant de toute façon, elle ira pas jusqu'au bout du 100 mètres parce qu'elle va se claquer. C'est ce qui va se passer, pour prendre une métaphore. Oui, enfin, ils disent au président de la République, vous avez eu confiance en elle à un moment donné. Donnez-lui Matignon. Le spectacle donné par la gauche, on en a parlé. Le spectacle donné par le RN est affligeant aussi. En une heure, ils ont dit tout et son contraire en disant. Si c'est un gouvernement de droite, de centre-droit, on va le soutenir, etc. Même si c'est un gouvernement de gauche avec des gens de l'ELFI, on va le soutenir. Et une heure après, Madame Le Pen a été obligée de publier un communiqué en disant exactement l'inverse, qu'ils allaient voter la motion de censure. Donc là, c'est pas beau non plus. Non, mais là, vous parlez du RN, sur l'ex-majorité présidentielle, c'est pas terrible non plus parce que tout le monde se tire dans les pattes. Chacun essaye de reprendre ses billes. Tout ça, ce spectacle hallucinant qui est donné aux Français alors qu'ils se sont mobilisés à près de 70%, je peux vous dire que ça écœure de la politique. Ça écœure de la politique beaucoup de personnes. Je résiste pas au plaisir, c'est savoureux, de reprendre la formulation hier du communiqué, enfin en tout cas c'était un tweet de Jean-Luc Mélenchon, avec ce nous royal. Notre décision est la suivante. Nous exigeons une candidature unique au perchoir, c'est-à-dire qu'il fait diversion. Je veux qu'on se mette d'accord sur une candidature à la présidence de l'Assemblée nationale, et on rentre plus dans les discussions sur Matignon. Ce notre de Mélenchon, ça vous inspire quoi? Du marketing. Mélenchon essaie d'imprimer, de continuer d'exister. Il sait très bien qu'en fait, c'est ce qu'il essaie de faire paraître. Personne ne veut de lui, même parmi ses anciens amis, il y en a plusieurs qui disent surtout pas de Mélenchon parce que c'est un épouvantail, et puis avec les décisions qu'il a prises, les positions qu'il a prises par rapport au conflit israélo-palestinien, il y a encore moins de Français qui le soutiennent, il est relativement détesté de la population, et lui continue de faire comme si il était encore le chef. Mais c'est une stratégie de communication. En réalité, LFI, on le sait depuis le début, ne veut pas gouverner. C'est un peu comme le RN. Ce sont des partis de protestation. Ils gardent son capital électoral pour ils vont au 2027. Ils vont voir que c'est pas tout à fait ce qu'ils avaient prévu. C'est le moins qu'on puisse dire entre leur programme et la réalité dont j'ai parlé tout à l'heure avec ce rapport de la Cour des comptes. Donc forcément, ils vont perdre des plumes dans cette affaire. Ils n'ont pas envie de perdre des plumes. Ouais, Manuel Bompard de LFI dit Tubiana, c'est pas sérieux. Et puis alors Ruffin dit il faut changer de méthode. Et puis alors en revanche, Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, dit c'est le naufrage. Si on se met pas d'accord, ça va être le naufrage. C'est-à-dire qu'il anticipe déjà l'idée que leurs électeurs vont se retourner contre eux. Jean-Philippe Dugoin-Clément. Ils ont déjà un problème, et c'est aussi un petit peu la volte-face de Mélenchon et de LFI. C'est dans 2 jours, le 18 juillet, il y a l'élection de la présidence de l'Assemblée. Les groupes se soient constitués. La question du Premier ministre, heureusement ou malheureusement, si un gouvernement doit tenir, ça ne pourra résulter que d'une coalition. Et ça risque de mettre plusieurs semaines. Et donc l'urgence pour les groupes politiques à l'Assemblée, c'est l'élection de la présidence de l'Assemblée, l'élection du bureau et des commissions. Je voudrais vous lire ce tweet de Sophia Chirikou, qui est députée de Paris et qui est bras droit de M. Mélenchon, de Jean-Luc Mélenchon, et qui dit le hollandisme, c'est comme les punaises de lit. Tu as employé les grands moyens pour t'en débarrasser, tu y as cru quelque temps, tu as repris une vie saine à gauche, mais en quelques semaines, ça gratte à nouveau, ça sort de partout, il va falloir recommencer. Mais on est chez les fous. On est chez les fous. Ces gens-là se détestent. Ces gens-là ne veulent pas gouverner ensemble. Tapez pas sur la table, elle y est pour rien. Oui, Sophia Chirikou finalement nous dit fort, c'est Hollande, voilà, et Tubiana, c'est du hollandisme. Et Tubiana, c'est du hollandisme. Elle a dit ça en réaction à Tubiana. Et derrière Boris Vallaud qui réagit ce matin sur France Info, qui attaque Madame la députée de Paris. Et Chikirou et pas Chirikou, on veut reprendre. Oui, vous savez, ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière
sur le mode de scrutin. Pourquoi ? Et pourquoi moi je suis pour la proportionnelle ? Parce qu'en fait, on s'habitue dans ce pays à ce que le concurrent électoral soit en fait un adversaire et que l'adversaire soit un ennemi. Et chacun cherche à détruire le parti qui est à côté. Là, on voit que Mélenchon essaie de détruire concrètement le reste de la gauche pendant des années. À droite, c'est un peu pareil. Et après, quand on a une situation actuelle où finalement il n'y a pas de majorité, alors qu'on nous vend ce mode de scrutin depuis des décennies en disant qu'il nous permet systématiquement d'avoir une majorité, eh bien avec personne qui est vraiment majoritaire, personne ne veut s'entendre parce que tout le monde a l'habitude seulement de se battre et pas de discuter. Eh ben, on y reviendra dans un instant, on verra si vous mettez d'accord, par exemple, sur l'idée d'un seul groupe parlementaire du nouveau Front Populaire. Restez avec nous, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs, les invités de Sud Radio ce matin. Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mennecy dans l'Essonne. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, un proche d'Éric Zemmour. Thomas Elexozer, les centristes et conseiller départemental de l'Eure, autre élu. Et Jérôme Dubus, membre du pôle ID d'Horizon. Vous nous disiez à l'instant, Jérôme, la gauche, je l'ai vu fonctionner quand j'étais au Conseil de Paris, se déchirer. Moi, je voudrais revenir sur une idée qu'avait lancé Alexis Corbière, un des purgés, vous savez, de la France Insoumise, qui avait dit au fond, parce que lui, il a tout compris, c'est là que ça va se passer, c'est au Parlement, dans cette nouvelle évolution de nos habitudes politiques et de ce parlementarisme qui revient de fait, les rapports de force vont être déterminés. Jeudi, nous saurons, avec la présidence, l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale, finalement, qui est qui, dans quel groupe se trouve qui, et finalement, comment se rapport. Et donc Alexis Corbière disait, il faudrait que le nouveau Front Populaire, cette nouvelle gauche, finalement, n'ait qu'un groupe unique, comme ça au moins les choses seraient simples. Alexis Corbière, il est bien gentil, mais là il rêve complètement. Enfin, je veux dire, il faut arrêter le virtuel là. C'est totalement illusoire. Non, mais ce serait cohérent. 4 groupes. Ce serait ça la démonstration de force de la gauche. Mais ils sont incapables de s'entendre déjà sur un nom. Comment voulez-vous qu'ils fondent leur groupe en un seul ? Ils resteront à 4 groupes. C'est tout. C'est une question d'image. En fait, ils jouent tous celui qui aura permis le plus l'union. Donc à Roussel, on entend Corbière qui disent regardez, on est tous ensemble, alors que tout le monde sait qu'ils ne le font pas. C'est impossible parce qu'il n'y a aucun point commun entre eux. C'est quoi le point commun entre Monsieur Porte, Madame la bienveillante Madame Chikirou, Monsieur Delogu et quelqu'un comme Jérôme Guedj, comme François Hollande qui sont à l'Assemblée nationale? Il n'y a aucun point commun. La réalité de cette NUPS 2 ou de ce nouveau Front Populaire, rappelons quand même que le Front Populaire, le vrai, c'était Léon Blum, et Mélenchon n'est pas Léon Blum, et c'était 55% de la Chambre, là où c'est 30% de la Chambre. Et la réalité, c'est qu'il n'y a rien en commun. On a d'un côté un parti extrémiste qui flirte avec l'antisémitisme, et de l'autre, on a des sociolibéraux qui sont des démocrates, qui sont des républicains. On peut partager ou pas leurs opinions, mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien en commun entre eux. Au sein même de ce qui vous donne raison, là, Jean-Philippe Dugouin-Clément, ce matin, c'est qu'au sein même de ce groupe qui s'est mis d'accord pour proposer Laurence Tubiana pour Matignon, ils ne sont pas d'accord pour le perchoir. Les socialistes proposent Boris Vallaud pour la présidence de l'Assemblée. Les communistes proposent André Chassaigne, qui est un monsieur honorable et qui a fait un travail pendant des décennies de parlementaire assez respectable. Et puis Cyrielle Châtelain, Europe Écologie Les Verts. J'appelle à Charles de Courson, qui lui est déjà candidat. Député qui est le plus expérimenté de l'Assemblée nationale, qui est issu de ma famille politique, mais peu importe, et qui, je pense, saura être le garant du bon fonctionnement. C'est un monsieur qui a travaillé depuis des années à l'Assemblée, qui connaît bien Charles le sujet. a plus de 30 ans de mandat derrière lui, c'est un parlementaire extrêmement reconnu et qui s'est battu ces dernières années pour le respect les questions de dépenses publiques, du fonctionnement de l'Assemblée nationale, pour le respect de la démocratie, et qui, je crois, a une probité absolue et est un véritable défenseur de la liberté du Parlement. Enfin, il s'est payé Macron quand même à un moment donné. Charles de pouvoir faire l'union derrière lui, parce que ça serait un excellent président de l'Assemblée. Je reconnais la compétence de Charles de Courson, je reconnais son ancienneté, je reconnais son expérience. Il a un peu dérivé. Il connaît bien le sujet. Oui, il connaît pas. C'est l'un des meilleurs connaisseurs du budget, justement, et des lois de finances. Simplement, il a un petit peu dérivé ces dernières années sur la retraite, où il a fait n'importe quoi. Il a même voté une motion de censure. Il a voté une motion de censure. Parce qu'il a dénoncé la manière dont le gouvernement a poussé le texte. C'est pas ça. Jérôme Dubus. Bon, donc voilà, très bien, mais il y a donc il est plus crédible à vos yeux? Non, je ne sais pas qu'il est plus crédible. Il a toute sa crédibilité. Simplement, il a un peu dérivé. Je ne sais pas pourquoi. C'est une affaire d'ego piqué. Des gens, non, je ne suis pas d'accord. De dériver. Bon, bah voilà. C'est une question c'est peut-être la vieillesse, j'en sais rien. Du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais il y a c'est toujours
Veil a été une très bonne présidente. Laissez Thomas Exoder. Vous croyez qu'elle est crédible, elle pourrait revenir? Parfaitement. Charles de Courson s'est battu, et notamment à travers la réforme des retraites, pour faire en sorte que le débat parlementaire ait lieu. Et il a regretté que le débat n'ait pas lieu sur ce texte si important, sur lequel il y a encore beaucoup à faire, d'ailleurs, notamment une retraite par capitalisation qui me paraît indispensable. Enfin, de là à essayer de faire tomber un gouvernement, excusez-moi, c'est un peu le marteau pour écraser une mouche. On n'est pas à gauche, mais là on sent les tensions, tranchant de droite. On parlait de la gauche, on évolue vers le centre droit. Moi j'ai envie surtout de penser là, à ce moment, à cette droite qui ne dit rien. Vraiment, on va en parler dans un instant. Alors que tout se joue ces jours-ci, en fait. Et il faut qu'elle participe au rapport de force, parce qu'après, il y aura le poste de président de l'Assemblée nationale, il y aura les postes de vice-président, et des postes importants, c'est pas seulement des postes pour les personnes, c'est des postes pour le pouvoir, pour imposer nos idées, des idées de droite. On va y venir dans le quart d'heure suivant, mais finissons avec la gauche, avec tout de même cette interpellation ce matin sur BFM TV, chez nos confrères de BFM TV, de Fabien Roussel, qui dit finalement à ses camarades, attention, si vous revenez pas discuter, vous allez être responsable de la déchirure, et c'est vous qui, devant l'histoire, serez les responsables, porterez le chapeau, ce lourd héritage où on dira, finalement, en 2024, à cause d'un tel ou un tel, si vous venez plus discuter. Ils sont déjà en train de prendre acte de la déchirure définitive, Jean-Philippe Ducoing-Clément. Mais enfin, le Nouveau Front Populaire, c'est un groupement de partis qui n'avaient rien en commun, qui n'étaient pas d'accord sur le programme. Et on a parlé tout à l'heure du nucléaire et des affaires étrangères. Non, ils sont mis d'accord à minima, avec des impasses totales sur la politique étrangère, sur l'énergie, sur énormément de champs de ce type, pour sauver des députés. Donc, ça a été une construction totalement artificielle, qui aujourd'hui, après avoir expliqué qu'elle avait gagné, de manière à créer une fureur, une incompréhension, une colère chez son électorat, se rend compte qu'effectivement, à 30%, quand on ne veut pas discuter avec les autres, on ne peut pas gouverner. Et donc aujourd'hui, cherchent à faire porter le poids de la faute. Et ils sont en train de chercher à se rebasculer le mistigris les uns les autres. Et puis vous avez plusieurs personnes à gauche, vous parlez de Fabien Roussel à l'instant, qui veulent passer pour les plus unionistes parmi les unionistes en disant, regardez, c'est moi qui vais faire le rassemblement, il faut nous écouter. Faut comprendre la suite du message, c'est il y a des personnes qui, elles, ne veulent pas à gauche, notamment Mélenchon, qui est extrême, mais on n'est pas avec Mélenchon. Moi, ce qui me surprend aussi, c'est qu'il y a certaines personnes qu'on n'entend pas. François Hollande, ancien président de la République. Que là, il a disparu, là. Élu député Front Populaire avec la promesse du SMIC à 1 600 €. Quand on a été président et qu'on connaît l'état des finances publiques, on peut se demander ce qui lui est tombé sur la tête. On ne l'entend pas. Il voulait se faire réélire. Il ne dit pas un mot. Depuis cette histoire-là, il a quand même une responsabilité morale en tant qu'ancien chef de l'État de la 7e puissance mondiale, ayant participé et contribué à cet accord, à s'exprimer aujourd'hui. Bon, mais attendez, parce que à part peut-être Samuel Lafont, qui est à l'extrême droite, qui est avec Zemmour, non, très bien, à droite si vous voulez, à part Samuel Lafont, qui n'envisagerait pas, ou sa famille politique, de travailler avec ceux qu'on vient de citer, pardon messieurs, mais tous les trois, demain, soyez honnêtes, si demain il y a une coalition, on va parler de la droite dans un instant, il faudra bien qu'elle aille chercher des voix aussi des députés pour voter, peut-être au centre, mais même à gauche, mais même au PS. Dans tous les gens que vous venez de critiquer, y compris Hollande, vous allez peut-être avoir besoin qu'il vous rallie. C'est peut-être la bouée de sauvetage de cette malheureuse dissolution, c'est que finalement en même temps se fera opérationnellement. Le Nouveau Front Populaire explose, en vol, ce qu'il aurait dû faire d'ailleurs depuis un certain temps, puisque effectivement ça a été dit à plusieurs reprises, rien ne les rapproche. Et demain, vous leur ouvrirez la porte. Et demain, vous allez leur ouvrir la porte. C'est ça que je suis en train de dire. Il y a des gens bien. Et donc, il y a des gens avec lesquels il est parfaitement... il y a des gens avec lesquels il est parfaitement possible de travailler. Jérôme Guedj par ici, François Hollande... Non mais excusez-moi, les Français ont désigné une chambre. Cette chambre fait qu'il n'y a aucune majorité. On peut s'en féliciter, on peut le regretter, c'est comme ça. Et donc, les Français ont décidé de répartir les cartes d'une certaine manière entre les formations politiques. Le rôle des formations politiques, si elles sont responsables, c'est d'arriver à parler entre elles. Il y en a deux qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, c'est LFI et le Front National. Bien évidemment, il doit y avoir des discussions entre les autres formations. Ce qui se fait dans toutes les grandes démocraties. On va voir ça dans un instant. On va revenir sur la façon dont la droite et le centre sont en train de se préparer après avoir pris acte peut-être de l'implosion, de l'explosion de la gauche. À tout de suite sur Sud Radio, les grands débats. Mettez-vous d'accord. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier.
Alors maintenant, on va essayer de voir si vous vous mettez d'accord, messieurs Jérôme Dubus, Thomas Alexoser, Samuel Lafont, Jean-Philippe Dugoin-Clément, si vous vous mettez d'accord sur ce qui est en train de se passer à droite et sur cette éventuelle marche vers une coalition entre le centre, la droite, LR, ce qu'il en reste, sans le RN bien sûr, mais finalement, on a lu que le président de la République, Emmanuel Macron, était en train de regarder avec un certain intérêt la proposition de pacte législatif de Laurent Wauquiez, qui est le nouveau patron de ce qui reste des LR. Alors il y a ce pacte législatif, et puis il y a Hervé Morin et Jean-François Copé, qui hier signaient dans le Figaro un appel à la mobilisation de la droite au fond pour s'entendre, pour discuter, pour être responsable, comme disait Jérôme Dubus. Et puis il y a Horizon parce qu'il y a un enjeu, on l'a dit tout à l'heure, c'est le perchoir, c'est la présidence de l'Assemblée, c'est là que les rapports de force vont se faire. Et là, écoutez bien, c'était chez Benjamin Glaise tout à l'heure, et là Frédéric Valletoux, qui est Horizon, qui est toujours ministre de la Santé, donc qui est proche d'Édouard Philippe, il a jeté un nom, il a fait une proposition pour le perchoir. On réfléchit à présenter une candidate, donc tout ça sera stabilisé. Vous voulez pas préciser de qui il s'agit? On avait une très bonne vice-présidente de l'Assemblée nationale qui s'appelait Naïma Mouchou. On verra demain si elle décide de pousser sa candidature avec notre soutien, mais je verrai ça d'un bon œil. Voilà, c'est Frédéric Valletoux qui s'exprimait tout à l'heure chez Benjamin Glaise sur Sud Radio. Alors, Naïma Mouchou, députée Horizon du Val d'Oise, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, pour le perchoir. Jérôme Dubus, vous proposez ce nom, alors? Non. Attendez, si. ça n'a pas été débattu, je suis désolé. Ah, ça y est. Même au sein d'Horizon, ils sont pas d'accord. Mais attendez. Je rigole, mais enfin, c'est pas drôle. Il y a une candidate qui, moi, à mon avis, alors je parle à titre personnel, bien évidemment. Il y a une candidate qui s'appelle Yael Braun-Pivet, qui a eu le soutien de Gérard Larcher pendant les élections législatives, puisqu'il est venu à plusieurs reprises et qui lui a donné son soutien. Je crois que c'est la bonne candidate. Voilà. Ouais, on va pas commencer à diviser encore ce qui reste de la majorité présidentielle. Oui, mais il y a une nouvelle ligne chez Ensemble qui est de dire ni LFI ni RN, et elle a discuté avec le RN. Donc, mais non, c'est pas du tout ce qu'elle est. On ne sait pas qui a discuté avec le RN. Sans parler du perchoir, Thierry, si on peut revenir à l'ouverture de votre débat. La droite se parle et doit se parler, je pense. Les Français, ils attendent plusieurs choses. Ils attendent un plan de lutte contre l'immigration clandestine important. Ils attendent le retour de l'ordre et de la sécurité partout, à l'école, dans la rue, dans les quartiers. Il y a un plan de lutte contre la drogue gigantesque qui doit être mis en place, qui fait des ravages, y compris chez moi dans les campagnes, y compris chez moi dans les villages. Et je pense qu'il est nécessaire, Hervé Morin, Jean-François Copé ont lancé un appel hier dans le Figaro et aujourd'hui dans la version papier. Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau évoquent un pacte législatif d'idées communes. Je pense qu'il est nécessaire, sans parler de coalition ou de gouvernement, déjà de présenter aux Français des idées communes qui ont l'assentiment de tous et qui doivent parler au quotidien des Français. Parce que les batailles pour les perchoirs, pour la vice-présidence de l'Assemblée, pour être secrétaire parce qu'on gagne 1000 € de plus, désolé, ça n'intéresse pas les Français. N'empêche que c'est ça que même les partis de droite sont en train de négocier. Non, Jean-Philippe Dugoin-Clément, si vous voulez, il y a deux choses. C'est quoi les fondamentaux attendus par les Français? Je vous rejoins, vous pouvez rajouter le pouvoir d'achat. Parce qu'effectivement, la sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat, c'est les trois grands sujets qui touchent les Français aujourd'hui. Et d'ailleurs, congénérait la montée de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, selon le curseur. La réalité de ce qui va se passer sur l'élection de la présidence de l'Assemblée, c'est pas aussi anecdotique que ça. Pourquoi? Parce que dans un schéma totalement tripartite, dans un schéma où on n'a plus de référentiel majoritaire, ce qui est le mode de fonctionnement de la Ve République depuis plus de 70 ans, eh bien, la personne qui sortira au 3e tour de scrutin, probablement, c'est-à-dire avec une majorité relative, c'est ce qui peut donner déjà un ordre d'idée d'une coalition ou de partis qui sont prêts à travailler, à parler entre eux. Ouais. Et moi, j'appelle à la responsabilité. Quand on est responsable politique, il y a le mot responsabilité. On ne peut pas laisser le pays pendant 1 an jusqu'à une éventuelle prochaine dissolution, 14 mois même, on ne va pas dissoudre un 15 août, dans cette situation d'ingouvernabilité. Donc, vos leaders, Laurent Wauquiez, Jean-François Copé, Hervé Morin, sont tous en train de nous préparer, c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment sur Sud Radio, vous êtes en train de nous préparer à une coalition centre-droit. Non mais écoutez, c'est très clair, cette coalition, elle aurait dû exister depuis 2022. Moi, je l'ai appelé à plusieurs reprises de mes vœux sur toutes les antennes, dans les
dans les états-majors, etc. Ça n'a pas pu se faire. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est que Emmanuel Macron voulait plutôt des débauchages individuels. Bon, on a vu ce que ça donnait, plutôt qu'un contrat de législature en bonne et due forme. Et puis de l'autre côté, du côté de LR, LR n'avait pas envie non plus. Bon, voilà, il y avait une majorité qui était contre parce qu'ils considéraient que c'était venir en appui d'un macronisme qui était en train de se terminer. Bon, on y arrive. Enfin, on y arrive. Bon, alors, vous voyez, vous êtes en train de reconnaître ici en direct que finalement, on y va vers cette coalition. Ce qu'il faut voir, quel est l'intérêt des Français? On sait très bien aujourd'hui, après le second tour, qu'il ne peut pas y avoir de majorité absolue du camp patriote à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est mis de côté. Donc il n'y aura pas le programme qu'on veut. Il y aura pas le programme qu'on veut à l'Assemblée nationale. Mais il faut éviter la stratégie du pire, et donc il faut éviter absolument qu'en ne faisant rien et en ne disant rien, on se retrouve presque par hasard avec un Premier ministre et un gouvernement de gauche ou de centre-gauche, alors qu'on peut très bien, dès maintenant, discuter. Je comprends très bien que chez Ensemble et autour d'Emmanuel Macron, ils ne veulent pas forcément tous discuter avec LR et que les LR ne veulent pas discuter. Et moi, je suis pas chez eux. Moi, je suis pas porte-parole de Reconquête. Mais la réalité, c'est que si on peut agir rapidement pour les Français, en partie sur la sécurité, sur l'immigration, pas seulement illégale, sur l'immigration en général, pour le pouvoir d'achat, sur le logement, sur la santé, contre la désertification médicale, sur la baisse des dépenses publiques, il faut le faire. Parce que si la droite n'agit pas aujourd'hui, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, on aura un gouvernement de gauche qui nous fera l'augmentation des impôts, plus d'insécurité, plus d'immigration, etc. C'est intéressant ce qui se passe, vous voyez, même en direct, et c'est ça le grand débat, mettez-vous d'accord, sur Sud Radio, dans ce rendez-vous habituel de Valérie Expert, et dont vous êtes des habitués plus que moi, messieurs. Eh bien, finalement, qu'est-ce qui se passe là en direct? Vous êtes tous les trois, Jérôme Dubus, Thomas Alexozer et Jean-Philippe Dugoin-Clément, assez d'accord sur l'idée que cette coalition de centre-droit est en train d'émerger, et on voit que Samuel Lafont, qui est plutôt du côté RN Reconquête, lui nous dit, on l'accueillera avec une certaine sympathie si ça doit permettre de répondre aux problèmes des Français. Mais c'est ça qui est en train d'émerger. Pourquoi? Parce que fondamentalement, 70% des Français ont refusé le programme de la gauche, qui est un programme de gauche radicale, qui a été orienté et tourné autour de LFI. Et dans un pays qui est tout sauf un pays d'extrême gauche, il y a effectivement cette logique de refuser les choses. Et je rajoute qu'une coalition autour de la droite et du centre-droit, ce que prône l'ensemble de nos responsables politiques, c'est la seule qui peut non seulement arriver à avoir un équilibrage à l'Assemblée nationale, mais qui est majoritaire au Sénat. Je rappelle que la majorité au Sénat, c'est Hervé Marseille et Retailleau. Et donc la réalité de cet équilibrage des chambres, il n'est pas faisable autrement. Oui, mais attendez, vous vous rendez compte du choc psychologique pour les Français qui sortent du deuxième tour le soir du 7 juillet avec une gauche qui a gagné. Non, parce que Mélenchon il y a surtout avec un mensonge de Mélenchon. Il y a surtout quelque chose qu'il faut dire de manière très claire, c'est que rien ne nous sépare sur le fond. Ce qui n'est pas du tout la situation de la gauche. Rien ne nous sépare. Moi, la tribune de Copé et de Morin, je la signe demain. Il n'y a aucun souci. Donc, il y a 90% du groupe aujourd'hui ensemble et sur cette position-là. On a compris que vous prenez pas Mme Tubiana maintenant. On n'est pas en train de constituer un gouvernement en direct. Non, mais c'est ça qui est important. Ce serait pas mal de le faire ici. Puis Valérie Expert comme Première ministre. Quand on est d'accord sur le fond, c'est quand même beaucoup plus facile, si vous voulez. Non, mais on est dans un cas de figure extraordinaire. On a un gouvernement qui doit malgré tout garantir la stabilité vis-à-vis des Jeux Olympiques. On a le monde entier qui va nous regarder. Le 26 juillet, cette cérémonie qui, je pense, par le talent de Thomas Joly, sera extraordinaire. Et à un moment donné, il faut aussi... Thomas Joly, rappelez-nous. Le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture, qui est un très grand metteur en scène de théâtre dramatique, qui, je pense, aura réalisé quelque chose d'extraordinaire. Il marche pas sur l'eau, mais on va voir s'il marche sur l'eau. Ça devrait être formidable. Et donc, cette période est extraordinaire. C'est pour ça que j'appelais, que d'autres l'ont fait, Valérie Pécresse notamment aussi, à dire que certains ministres qui ont suivi depuis des années la préparation de cet événement centenaire, ça fait 100 ans qu'on n'a pas eu les Jeux Olympiques en France. Le ministre des Transports, le ministre des Sports, le ministre de l'Intérieur, de la Défense, etc., doivent être aux manettes. Après, il faut que les forces se parlent. C'est l'intérêt supérieur de la nation. Quand Bruxelles va nous tomber dessus... Là, vous êtes mis d'accord tous les quatre ce matin là-dessus. Comment vous allez faire pour boucler votre budget? Comment on va faire pour payer les créanciers, pour rassurer les marchés en octobre? Quand il va falloir que le budget soit voté avant la mi-octobre, il va falloir que les gens se parlent et travaillent ensemble. Le budget, il est voté fin décembre, mais peu importe. Il faut qu'il soit présenté début octobre. Il est voté fin décembre. On a jusqu'au 31 décembre. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand même de dire, je le répète, que il y a
pas une feuille de papier à cigarette qui nous Non, mais sépare. là, vous êtes assez d'accord tous les quatre ce matin. Bon, moi, je propose Valérie Expert comme Premier ministre. Ça, c'est clair. Faut la rappeler d'urgence. Je sais pas si Mélenchon va dire elle oui. se prépare en vacances. Bon, en revanche, je reviens sur un point. Tout de même, finalement, vous êtes en train de dire que la gauche, l'Assemblée, les discussions, toutes ces négociations, ces tractations, c'est Emmanuel Macron qui a eu raison. Finalement, tout ça est en train de faire la pédagogie de sa méthode. C'est-à-dire, finalement, la pédagogie de l'échec de la gauche. C'est plus complexe. Il a laissé venir, il plus observe. complexe que ça. Et dans une heure, on saura peut-être d'ailleurs si Gabriel Attal a toujours Premier ministre. Il a créé une situation totalement inextricable. Après, on prend acte de cette situation et il faut essayer d'en sortir par le haut et de ne pas bloquer, de ne pas paralyser le pays. Et pas paralyser le pays, ça aurait peut-être été plus simple qu'il ne dissolve pas. Il y a quand même eu toute une série de choses dont on peut se poser la question, est-ce que ça aurait dû être fait ou pas? Peu importe, ça a été fait et c'est comme ça. Maintenant, il y a une situation et cette situation, elle doit imposer à toutes les personnes qui sont politiquement responsables de se parler. Et moi, j'inclus dedans des sociodémocrates. Il y a des gens au PS ou à gauche qui peuvent parfaitement être dans des logiques de discussion. On revient à des Jérôme Guedj ou des gens comme ça. Il n'y a aucune difficulté. C'est très difficile, bien sûr, d'avoir raison dans ce contexte. Il ne faut quand même pas oublier que 11 millions d'électeurs ont mis un bulletin Rassemblement National en espérant un Bardella à 28 ans Premier ministre. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier ces Français-là. Il ne faut pas oublier aussi que le visage de l'Assemblée au second tour n'était pas le visage prévu, puisqu'il y a quand même eu 200 désistements. Avec aussi, il faut le dire, une mobilisation forte d'une partie des Français qui a voulu faire barrage à tout prix au Rassemblement National. Bon, mais quand on vous écoute, Thomas, excusez-moi, mais on se dit aussi que les Français vont pas accepter cette coalition de centre-droit si elle arrive au pouvoir. Parce que le 7 au soir, on leur a dit la gauche a gagné. Il faut déjà parler d'idées. C'est le sens de l'appel de Copé, de Morin, de Retailleau, de Wauquiez. Il faut parler d'idées et de voir s'il n'y a pas, en effet, je pense que sur la sécurité ou l'immigration, je vois mal le Rassemblement National voter contre des propositions qui iraient dans le sens de ce qu'ils défendent. Lafont, Jérôme Dubus. Alors, vous parliez du fait qu'Emmanuel Macron ait pu gagner son pari. Si le pari d'Emmanuel Macron, c'est de mettre la France dans une situation compliquée, si c'est de faire en sorte que des Français se sentent volés avec l'élection, il a réussi son pari. Je pense aussi qu'il y a aussi un élément dont on ne parle jamais. C'est qu'il a des soutiens chez Emmanuel Macron qui lui reprochent évidemment d'avoir fait cette dissolution parce qu'il y en a plein qui ont perdu leur poste et qu'il a moins de majorité qu'auparavant. Moi, j'ai envie de parler aux Français. J'ai envie de parler aux Français, des Français. On effectivement, sur Sud Radio, effectivement, il y a 11 millions de Français qui ont mis un bulletin du Rassemblement National, des Français qui ont voté aussi pour Reconquête au premier tour et qui ne se sentent pas représentés à l'Assemblée Nationale aujourd'hui. Eux, ce qu'ils veulent surtout pas, clairement, c'est d'avoir un Mélenchon au pouvoir, c'est d'avoir encore ce scénario de gauche qui continue à se dérouler, d'une gauche qui aurait gagné alors que la gauche n'a pas gagné. La France n'est pas un pays de gauche. Vous dites quoi aux Français? Parce que très bien, très concrètement, il faut qu'avec ce qu'on a entre les mains, c'est-à-dire une assemblée qui est divisée, on ait un gouvernement qui agisse sur l'essentiel, la sécurité, l'immigration, les dépenses publiques. Attention, mais quand je regarde les votes qui ont eu pendant 2 ans avec la majorité relative qu'avait le président Macron, quand je regarde les votes, la cohérence des votes, elle est entre LR et la majorité, l'ex-majorité présidentielle. Voilà, il y a pas de souci. 90% des votes ont été des votes communs. On aura réussi ça ce matin sur Mettez-vous d'accord. Vous voyez bien que finalement, on voit émerger cette coalition de centre-droit, déjà au moins autour de cette table dans ce studio de Sud Radio ce matin. Mettez-vous d'accord avec nos 4 débatteurs qu'on va retrouver dans quelques instants avec vous, j'espère, pour parler des États-Unis et de ce ticket étonnant Trump-Vance. Qui est ce jeune James David Vance? À tout de suite avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Avec nous, pour ce dernier quart d'heure, on va parler des États-Unis. Avec nous, Jérôme Dubus, Thomas Elexoser, Samuel Lafont et Jean-Philippe Dugoin-Clément. Alors, je vous livre un autre nom. Enfin, vous l'avez entendu, bien sûr, peut-être depuis hier soir. Il a été désigné, choisi par Donald Trump pour l'accompagner dans ce qu'on appelle le ticket, bien sûr, la candidature du Parti républicain actée par la convention du Parti républicain dans le Wisconsin. Donc, ce James David Vance. Quelqu'un connaît parmi vous
2004, James David Vance, 39 ans. La presse en dit. Voilà. Il a ancien plus militaire, auteur, ancien Marines, en effet. Il est sénateur de l'Ohio maintenant, et il a été auteur de plusieurs romans et des polars, notamment. Moi, ce qui me fascine, et j'ai déjà dit à cette antenne, c'est l'obsession de la France pour les élections américaines. Non, mais c'est normal qu'on soit. On ne consacre pas autant de médias et de temps d'antenne à ce qui se passe en Inde, à ce qui se passe en Chine. Nous sommes en Chine, il n'y a pas d'élection, donc c'est facile. On s'intéresse au rapport de force au sein du Parti communiste chinois. Nous sommes obsédés par ce qui se passe aux États-Unis. Bien évidemment que l'attaque dont a été victime l'ancien président Trump, et que d'ailleurs beaucoup de presse n'arrête pas de qualifier comme le milliardaire. Non, c'est pas le milliardaire, c'est l'ancien président des États-Unis. Est très grave. C'était un milliardaire. Mais ce que je tiens à dire, c'est que je ne comprends pas cette obsession absolue. Vous allez sur Quotidien, sur une chaîne concurrente, tous les jours on vous parle de ce qui se passe, des meetings, de la petite attaque, de la petite phrase. Je ne crois pas que les Américains parlent autant de ce qui se passe en France. On n'a pas le même poids. Et je ne comprends pas l'Inde, qui est quand même une superpuissance mondiale, qui dépasse le milliard d'habitants. On a parlé des élections de... Pas autant, pas suffisamment. Il y a plein de conflits, de mouvements qui se déroulent en Afrique dont on ne parle pas. Et je trouve qu'on a cette obsession américaine qui monopolise le temps d'antenne en France, qui me paraît hallucinante. Vous avez des racines gaulliennes anti-américaines? Non, pas du tout. Bien au contraire. Vous savez, je suis né sur le sol américain. Je dirais que c'est assez nouveau, en réalité. Ça date de Trump. Parce que les élections américaines, on n'en parlait pas autant. Obama, on en a parlé. Non, on n'en a pas autant. Pardon, Jérôme, mais Obama, c'était Trump sature les écrans. Non, mais pardon. Moi, j'ai le souvenir, pardon, là, vous allez, mais comme je suis un vieux journaliste, je me souviens très bien de mon camarade et ami Ulysse Gosset, couvrant remarquablement pour TF1 pendant des années les différentes élections américaines. À chaque fois, il y a des émissions spéciales. TF1, LCI, France 2. Trump sature les écrans, quand même. Non, mais là, en ce moment, on y est revenu, mais il s'est passé quelque chose quand même là. Non, mais même avant. Ouais, bon. Alors Vance, très simplement, c'est une très grande puissance. Le système est assez simple à comprendre. Il y a 2 candidats qui sont assez médiatisés. Ça fait des années qu'on parle des élections américaines en France, donc il y a l'habitude aussi. Le système des élections en Inde, il est méconnu des Français. Le pays semble plus loin. On a des rapports plus récents avec l'Inde, donc c'est normal qu'on parle davantage de ce qui se passe aux États-Unis. Bon, en l'occurrence, on parle maintenant du ticket entre Donald Trump et ce Vance, qui était un critique fervent de Donald Trump il y a quelques années. Qui est très intéressant. Finalement, il a changé de position, mais c'est possible. Les gens finissent par se parler. Il peut avoir son intérêt également. Il représente une droite aussi très conservatrice. La plupart des gens, en tout cas, évidemment, l'élection n'est pas faite à l'avance. Lors de l'élection de Donald Trump, moi j'avais vu au tout début, vous savez, il était à 1% de Donald Trump dans le sondage. En 2016. Je m'étais dit, j'étais pas le seul, mais celui-ci, il fait quand même pas mal parler de lui, et finalement, je m'étais pas trompé. Là, on verra ce qui se passe, mais beaucoup de commentateurs disent très clairement qu'il a de fortes chances de l'emporter face à Biden, dont on a vu que le premier débat était compliqué. Bon, mais alors, ce qui est intéressant, on s'est intéressé hier au fait que Donald Trump mettait de l'eau dans son vin, devenait plus unitaire, rassembleur. Et rassembleur. Et là, eh bien, il semblerait que cette désignation de Vance, ce soit aussi une façon pour Donald Trump de modifier son image et de recentrer. Je m'explique. Ce James David Vance a été longtemps, comme vous venez de le dire, Samuel Daffon, un de ses adversaires au sein du Parti républicain, mais drastique. Enfin, il disait pique-prendre de Trump. Même Trump élu, il l'a même comparé à Hitler. Non, mais c'est très intelligent dans l'affaire dans le choix de Vance. Non, mais il a pris un sénateur de l'Ohio. Il a pris un sénateur de l'Ohio qui était un swing state. Voilà, c'est-à-dire un des États qui décident. C'est un des États qui décident. Il y en a une petite dizaine. Il y a la Pennsylvanie, il y a l'Ohio, etc. Et l'Ohio avait voté en 2016 pour Trump contre Hillary Clinton, a basculé en 2020 en faveur de Biden, et là va vraisemblablement rebasculer. Oui, parce que c'est un fils d'ouvrier, ce James David Vance, qui est devenu d'abord soldat, puis on l'a dit écrivain, et aujourd'hui sénateur de l'Ohio, qui est un protestant qui invoque Dieu lui aussi énormément, la religion. Et c'est un choix malin pour Trump, parce que c'est un nouveau visage, c'est un visage qui est jeune, au moment où on voit bien que l'âge et la situation du président Biden interrogent dans le monde entier. Il a moins de 40 ans, et c'est aussi un représentant de la droite très conservatrice américaine qui pèse énormément. Vous savez, on a aux États-Unis ces 2 Amériques, le bloc bleu, le bloc rouge, et il est un anti-avortement très dur, et il permet d'apporter une radicalité au discours de Trump. Et alors, il est très hostile à l'aide à l'Ukraine. Ça, ce serait un basculement. On peut encore changer d'avis une fois vice-président, mais enfin, ça vous inquiète pas, ça ?
Alors, si vous voulez, il y a deux choses. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Il y a ce qu'il incarne, qui est un isolationnisme complet, qui est une vision extrêmement rigoriste du monde. Disiez sur l'avortement, on pourrait prendre d'autres sujets. Je pense que fondamentalement, Trump s'en fiche. La question du vice-président de Trump n'intéresse pas Trump. Dans la logique trumpienne du pouvoir, c'est un accessite, c'est un accessoire. Ouais. Et donc le seul intérêt pour Trump de son vice-président, c'est électoralement à qui est-ce qu'il parle. Il avait la possibilité de prendre une femme. On sait qu'il passe mal par rapport à l'électorat femme. Il avait la possibilité d'aller chercher un représentant d'une minorité, notamment sur les minorités hispanisantes. Il a pris le parti de prendre quelqu'un qui soit extrêmement conservateur et qui parle aux États du Midwest, là où effectivement, ce que disait Jérôme tout à l'heure, il y a un certain nombre d'États qui sont des swing states, c'est-à-dire des États qui peuvent permettre de faire basculer l'élection. C'est un choix purement politique. Je pense qu'en termes de gestion de l'État par Trump, il soutiendra l'Ukraine s'il décide que c'est quelque chose qui est bénéfique pour lui. Il ne le soutiendra pas s'il ne le décide pas. Il ne le fera pas en fonction de son vice-président. Quand John Fitzgerald Kennedy, JFK, choisit celui qu'il déteste au sein du parti démocrate, son adversaire, son opposant, son rival Johnson, et ben finalement il choisit de le prendre comme vice-président pour gagner les élections, mais après il s'en débarrasse. Mais déjà ça commence par rassembler autour de soi une élection, quel que soit le camp politique. Jérôme Debus. Non, mais pour en revenir à l'Ukraine, la question que vous avez posée, moi je me fais aucun souci, puisque Monsieur Trump nous a dit qu'en 24 heures il allait régler le problème. Donc le problème de Monsieur Vance n'aura pas à s'exprimer sur l'Ukraine, puisqu'en 24 heures le problème sera réglé. Ouais, bon, je vois bien l'ironie, mais enfin il y a quand même un risque là alors vous, Samuel Lafont, vous n'êtes pas un grand soutien à l'Ukraine. C'est bien qu'on ait, c'est pas le sujet, c'est bien qu'on ait parlé de la stratégie électorale à mon avis aux États-Unis, parce qu'on n'en parle jamais. Le fait est que cette élection se joue pas simplement avec le nombre de personnes qui votent pour un candidat. Il faut gagner État par État. Là, il y a de plus en plus de Français maintenant qui sont au courant, puisque comme on le disait à l'instant, les élections américaines sont médiatisées en France. Et le souci de Donald Trump la dernière fois, c'est qu'il y a des États qui sont passés pour lui du mauvais côté. Et là, il peut avoir bon espoir de récupérer ces États et donc d'être élu et peut-être même haut la main. Thomas Alexoser. Non, bon, ça va encore donner des heures d'antenne. Vous n'aimez pas qu'on parle des États-Unis, hein. Non, j'ai un fait pour les États-Unis parce que c'est mon parcours personnel. Mais je trouve qu'on on y consacre beaucoup d'énergie. Néanmoins, l'élection a lieu en novembre. Le président Biden a malgré tout un excellent bilan à son actif. De toute façon, c'est bien qu'on se fait pas réélire sur le bilan. Obama a quand même réussi à faire 2 mandats d'affilée, et bon, je pense que Biden n'est pas prêt à lâcher parce qu'il estime qu'il est aussi le rempart face aux excès du Tea Party, face aux extraits de l'aile droite du Parti républicain, et face aux extraits du personnage qui est Donald Trump. Quant au bilan de Monsieur Biden, vous en parlez aux Américains, un certain nombre d'Américains des classes populaires, des classes ouvrières, etc. Enfin, ce qu'il en reste, je peux vous dire que Biden est détesté. Pourquoi ? Alors c'est pas dû à lui uniquement, parce que leur pouvoir d'achat était largement amputé. Non, enfin pourtant il a progressé. Et la fameuse IRA, c'est-à-dire mais quand vous parlez aux classes populaires qui sont dans ces relancer l'économie, cet électorat-là qui a basculé dans ces swing states au moment de 2020, qui ont basculé vers Biden, vers les démocrates, ils sont en train de complètement rebasculer, y compris un certain nombre de minorités. Un petit chiffre qui devrait vous faire, sinon rêver, du moins vous intéresser. Depuis l'attentat, là, et depuis quelques heures et la nomination de Vance, 85 millions de dollars sont arrivés sur les comptes de la campagne Trump. C'est-à-dire que les donateurs qui étaient très en retrait depuis le procès en viol, et qui commençaient à se poser des questions et qui allaient plus du tout, qui allaient sur Biden mais qui allaient plus sur Trump, sont revenus là en quelques heures. Ce qu'il faut voir, c'est que les campagnes aux États-Unis coûtent très cher. On parlait de l'Inde, maintenant aussi ça coûte très cher en Inde. Et on n'a pas l'habitude, beaucoup en France, dans le monde politique, de faire, et même dans le monde associatif, faire des appels à dons. Et, on peut pas aller au-delà de 7 000 euros. Non, mais même au-delà de ça, il n'y a pas cette logique. Pourtant, on en a besoin. Je veux dire, ce qui s'est passé pour la campagne présidentielle d'Éric Zemmour, on a levé 14 millions. On avait besoin, on n'avait pas d'argent au début, donc il faut absolument trouver des donateurs. Mais Marie-Maréchal Le Pen est partie avec. Elle les a dépensés. Peut-être la suite, vous verrez qu'il y a un problème de dons, là. Elle a tout claqué. Le parti. Elle a craqué la caisse. Je reviendrai pas là-dessus. Je comprends pourquoi vous revenez sur les dons. Ce qui est certain, c'est que le parti a des finances saines et durables. Et je voudrais, mesdames et messieurs, auditeurs de Sud Radio, on vous entendra pas les applaudir, mais qu'on remercie Jérôme Debus, Thomas Alexoser, Samuel Lafont et Jean-Philippe Dugouin-Clément d'être venus ce matin
matin débattre dans Mettez-vous d'accord. On vous retrouvera dans les jours et les semaines qui viennent pendant l'été, peut-être avec un nouveau gouvernement, qui sait, sur Sud Radio. Merci à tous les quatre d'avoir été ce matin présents sur Sud Radio. Allez, on se retrouve tout de suite après le journal de midi pour notre nouveau rendez-vous, les JO dans tous leurs états. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons